Bonsoir, bienvenue à cette conférence débat organisée par l'IRIS et le Club Déméter. Une conférence débat qui va porter sur la sécurité alimentaire et les interdépendances dans le monde, autour des ressources notamment. Bienvenue sur cette conférence. Vous êtes nombreux à vous y être inscrits et à vous connecter en ce moment. Cette conférence est organisée à l'occasion de la parution du Déméter 2021, cet ouvrage collectif qui chaque année sort au mois de février, fait le point sur les grandes dynamiques de l'agriculture et de l'alimentation dans le monde, avec des analyses prospectives et un décryptage des grands enjeux stratégiques que comporte ce secteur d'activité. Le Déméter 2021, c'est cette année près de 400 pages, 25 articles et dossiers préparés par un comité de rédaction, un comité de correspondants internationaux. C'est une centaine de personnes mobilisées pour un ouvrage de ce type qui se pense sur le temps long et qui cherche à donner des points de repère, encore une fois, sur ces questions agricoles et alimentaires qui nous concernent tous au quotidien. Le Déméter 2021, c'est la troisième édition aussi réalisée en partenariat avec l'IRIS. Depuis le Déméter 2019, nous avons une maquette qui a été complètement repensée et qui a une tonalité davantage géopolitique et en même temps plus attachée aux tendances sociétales et au regard que portent les consommateurs sur les questions agricoles et alimentaires. Le Déméter 2021, c'est aussi l'occasion de rappeler que l'IRIS, cette année, fête son 30e anniversaire d'existence et que l'IRIS continue, sur les questions agricoles comme sur d'autres questions stratégiques, d'explorer ces territoires importants de la géopolitique. L'IRIS l'a fait dans le domaine du sport, l'a fait dans le domaine de la santé, l'a fait ces dernières années dans le domaine agricole et alimentaire, et nous sommes très heureux au Club Déméter de compter sur ce partenariat avec les équipes de l'IRIS que je tiens à remercier ici, ainsi que toutes les personnes qui techniquement ont préparé cet événement. Vous pouvez poser vos questions sur la plateforme écrite de ce dispositif, n'hésitez pas. Posez vos questions par écrit et les différents interlocuteurs ce soir chercheront à y répondre après une table ronde qui sera animée par mon collègue Mathieu Brun, avec qui j'ai le plaisir de diriger le Déméter et à qui je donne immédiatement la parole. Merci encore à toutes et tous d'être présents ce soir pour ce débat sur la sécurité alimentaire mondiale à l'occasion de la parution du Déméter 2021. Merci beaucoup Sébastien. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc je vais commencer par déjà vous présenter un petit peu la publication et ses contenus avant de présenter les débats de ce soir et celles et ceux qui ont accepté d'y participer. Alors je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Sébastien pour vous rappeler qu'en fait une publication comme le Déméter, c'est une aventure collective, une aventure de 18 mois avec de nombreuses personnes qui sont impliquées et je voudrais pas forcément, j'y arriverai pas à les remercier toutes et tous, mais en remercier quelques-uns, notamment celles et ceux qui ont participé tout au long de ces 18 mois à la construction de l'ouvrage. D'abord, bien entendu, l'IRIS pour sa confiance, en particulier Marc Verzeroli pour son travail et son investissement dans la publication, les membres du comité de rédaction et du comité de correspondants internationaux que Sébastien a mentionné, 40 experts qui participent à l'élaboration du sommaire et des contenus de la publication. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement Laura Marguerite pour la grande qualité de la cartographie. Cette année, vous le verrez dans l'ouvrage, ce sont plus de 40 cartes et infographies qui permettent toujours de spatialiser et de comprendre quels sont les enjeux liés à l'agriculture et à l'alimentation. Je remercie aussi toute l'équipe de Déméter qui s'est impliquée dans la préparation de l'ouvrage. Sur les 100 personnes, comme Sébastien l'a dit, 100 personnes qui ont contribué à cet ouvrage, je remercie tous les auteurs qui se sont mobilisés au cours de ces différents mois. Le sommaire finalement et la composition des auteurs reflètent assez bien la nécessité qu'on fait loi à Déméter et dans l'ouvrage d'avoir une approche transversale, multi-acteurs et en fait d'avoir une combinaison de savoirs professionnels et universitaires pour réfléchir aux enjeux stratégiques et géopolitiques de l'agriculture et de l'alimentation. Donc vous aurez des experts sur leur sujet, bien entendu, des chercheurs de l'INRAE, du CIRAD ou de l'université, mais aussi des écoles partenaires du club Déméter, des acteurs qui sont à l'interface entre la science et la politique. Vous trouverez aussi des représentants, des acteurs des filières agricoles et alimentaires en France et aussi à l'international. Et puis, comme chaque année, dans le Déméter, on fait aussi monter de jeunes talents, des jeunes qui écrivent, des jeunes chercheurs. Je pense notamment à Jérémy Doniol qui nous a accompagnés dans la publication, mais aussi aux lauréats du prix Déméter 2020 cette année. Petite nouveauté dans l'ouvrage,
il y a une nouvelle rubrique dans laquelle ces lauréats, pour leurs travaux individuels et collectifs, ont écrit un résumé, une prospective de leur travail qu'ils ont conduit dans le cadre de leurs études. Donc, comme Sébastien vous l'a dit, ce sont près de 400 pages d'analyse, une quarantaine de cartes et d'infographies. Et l'objectif de cette publication, c'est de répondre à une seule question, à une grande question qui serait, que je pourrais résumer de la manière suivante, hein, quels sont un peu les défis pour assurer la production agricole, non seulement pour nourrir, mais aussi pour habiller, pour produire les biomatériaux dont on a besoin. Je pense à ce qu'on utilise pour le gel hydroalcoolique, mais aussi au bois, par exemple, hein, pour nous chauffer, nous isoler, nous loger. Alors, quels sont les défis qui s'imposent aujourd'hui à cette production agricole dans un monde qui est déboussolé? Il y a un an, avec Sébastien, dans le cadre de l'édition 2020 du Déméter, nous dressions dans ces pages une cartographie des mondes agricoles et alimentaires. En fait, on essayait de donner des points de repère pour lire le monde et la planète à l'horizon 2030, le monde agricole et le monde alimentaire à l'horizon 2030. Cette cartographie des mondes qui viennent, elle est toujours d'actualité, d'autant plus que le monde a connu une annus horribilis, une année terrible qui va marquer largement l'histoire. Cette pandémie de Covid-19, elle a complètement bouleversé le monde et dans la publication, on essaye aussi de s'interroger sur finalement dans quel état se trouve ce monde aujourd'hui. Et cette question, elle se reflète dans le titre qu'on a donné cette année au Déméter, au titre de la publication, Produire et se nourrir, le défi quotidien d'un monde déboussolé. En 2020, le monde a été appelé à se confiner, à se protéger. Nous sommes tous plus ou moins désorientés ou en manque de repères. Il y a bien entendu la crise sanitaire, mais cette crise sanitaire, elle exacerbe des tensions et des rapports de force qui elles-mêmes exacerbent et attisent des vulnérabilités. Alors on est à l'IRIS ce soir, l'IRIS les connaît, les analyse, ces grandes vulnérabilités, ces grandes tensions. Les étudiants nombreux qui se sont connectés ce soir les travaillent tous les jours. Je ne vais pas faire une longue liste, mais je pense notamment à l'état de la mondialisation et à la remise en cause des interdépendances aujourd'hui, aux fragilités et aux tâtonnements du projet européen à l'heure où on a plus que jamais besoin de coopération et de dynamiser cette coopération autour notamment de l'agriculture qui est un des piliers, sinon le pilier historique de la construction européenne. Comment ne pas regarder aussi vers les États-Unis avec les bouleversements politiques, mais aussi démocratiques, alors que souffle le vent de la Chine qui rentre cette année dans une nouvelle année, hein, celle du bœuf qu'on fêtera dans quelques jours. Je pense également au choc climatique hein, qui attise ces vulnérabilités à travers la planète, hein, les vulnérabilités agricoles et alimentaires. Bref, des difficultés partout sur la planète pour accéder à l'alimentation avec la hausse en cours des prix des matières premières hein, qui laisse peut-être présager de nouvelles crises alimentaires à un moment où des pans entiers de la population se trouvent fragilisés sur le plan économique et social. La précarité alimentaire, elle est revenue en force, que ce soit en France, mais aussi à l'international. Et cela inquiète tout autant que ça mobilise à travers le monde. Je ne vais pas continuer cette liste assez pessimiste parce que le Déméter, c'est tout autre chose. Cette publication, c'est une page ce sont des pages qui s'écrivent et qui visent à vraiment anticiper les mondes à venir, à anticiper les chocs, les crises, les ruptures et les opportunités stratégiques pour les prochaines années. Avec cette nouvelle édition qu'on a pensée il y a 18 mois, hein, bien avant le grand chamboulement de nos modes de vie, nous voulions vraiment essayer d'observer, de lire, aussi de comprendre les crises pour en déceler à la fois les risques, mais aussi et surtout les opportunités qui peuvent se dessiner, dans la mesure où produire et se nourrir, c'est un défi de tous les jours. Finalement, l'onde de choc de la pandémie, elle nous a rappelé aussi que de la même manière que se soigner, le fait de se nourrir était un essentiel. Le monde a été appelé à se confiner. Il a forcément resserré son attention sur l'essentiel, sur ce qui est vraiment digne de l'essentiel. Et cet essentiel tient, selon nous, en trois mots-clés que l'on décline dans l'ensemble de l'ouvrage, à savoir la sécurité, la santé et la soutenabilité. Ce sont trois exigences clés des citoyens et des consommateurs aujourd'hui, hein, les bientôt 8 milliards de personnes et les 250 000 personnes qui sont nées aujourd'hui, bien chaque jour, elles auront besoin de se nourrir.
Et quand elles le font, elles s'expriment à travers leurs choix alimentaires. Elles existent et elles font aussi, elles revendiquent des choix politiques, économiques et sociaux. C'est bientôt 8 milliards de personnes attendent beaucoup de leur nourriture, qu'elle permette de vivre le plus longtemps en bonne santé, qu'elle soit pratique, esthétique, responsable, qu'elle soit aussi juste et peu chère, tout en rémunérant dignement celles et ceux qui la produisent au quotidien et qu'elle ait le moins d'impact possible sur les ressources naturelles et sur les écosystèmes. Répondre à ces attentes, c'est un enjeu de taille et cela appelle un regard transversal sur les pratiques, sur les espaces et sur les filières, et donc à la combinaison de solutions pour rendre soutenables les transitions qui sont déjà largement initiées en matière de production agricole et de production alimentaire. Sécurité, santé, soutenabilité, c'est ces trois mots-clés que les mondes agricoles doivent conjuguer au quotidien. Elles doivent nous permettre surtout de vivre tous de manière digne, de vivre dignement. Hein. Sans l'agriculture et sans l'alimentation, je vais peut-être me répéter, mais c'est pas grave, c'est aussi l'intérêt de pouvoir se dire les choses. Euh, sans agriculture et sans alimentation, il ne peut pas y avoir de sécurité. Hein. La sécurité alimentaire, c'est la clé de toutes les sécurités humaines. Sans l'agriculture et l'alimentation, il ne peut pas non plus y avoir de santé, de bonne santé, ni même de soutenabilité. En, en 2021, je pense que nous sommes plus nombreux à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu, hein, à avoir conscience que l'alimentation est vitale. On peut s'en réjouir, mais il faut retenir aussi que pour la produire, cette alimentation, il n'y a pas de secret. Il faudra des agriculteurs et des agricultrices qui ont déjà largement fait preuve de souplesse, d'engagement, mais aussi de résilience. Il y a un an, quand nous avons été appelés à nous confiner et quand on a vu nos modes de consommation profondément bouleversés, profondément bousculés, hein, quand on est passé de la restauration hors domicile, de types de restauration très différentes, euh, au ravitaillement, au fait d'être confiné chez soi. En 2021, et c'est ce qu'on essaye de montrer aussi dans l'édition du Déméter, l'équation agricole et alimentaire, elle est peut-être encore plus complexe. Elle s'inscrit dans un contexte géopolitique où s'enchevêtrent des enjeux politiques, économiques, sociaux et environnementaux. Dans les scénarios qui explorent les fameux mondes d'après, on s'interroge beaucoup sur l'impact et c'est totalement logique hein, sur l'impact qui sera peut-être durable du cloisonnement des modes de vie, mais aussi des pressions qui sont exercées sur les forces vives de l'économie. Dans ces scénarios, ce qu'on a remarqué et ce que vous retrouverez aussi dans l'introduction qui est accessible dans l'onglet documents sur la plateforme ce soir, l'introduction du Déméter 2021 qu'on a rédigé avec Sébastien, on voit bien que dans ces scénarios, les logiciels de souveraineté et de relocalisation sont très présents et ils orientent aussi les réponses que nous allons collectivement donner à cette crise qui est aujourd'hui polyforme, multiforme. Ces logiciels, ils peuvent cependant nous conduire à faire de l'exclusion ou du repli sur soi une direction politique au grand détriment du vivre ensemble. Et face aux exigences de sécurité, de santé, mais aussi de soutenabilité, le risque, il est grand que la réponse apportée à cette polycrise par le politique, par l'économique, mais aussi par les citoyens, elle soit une réponse en 3D hein, autour de trois autres mots-clés, décroissance, démondialisation et désunion. L'agriculture, comme l'alimentation, sont vraiment au cœur de cet autre triptyque, décroissance, démondialisation et désunion. Elles sont au cœur des logiciels politiques à venir et qu'on va dessiner dans le futur. Il faudra demain, comme hier, apporter une réponse, bien entendu, au défi d'une alimentation qui doit être sûre, saine et soutenable face aux différentes crises et pas uniquement les crises sanitaires. Bien entendu, on parle beaucoup des impacts de la Covid, mais ce ne sont pas les seules crises et risques qui peuvent toucher la planète agricole et alimentaire. Et ces différents moments de rupture, ces différents risques, ces différentes incertitudes sont au sommaire de l'édition 2021 du Déméter. On les passe au crible dans l'ensemble de l'ouvrage. On essaye de conjuguer ces mots hein, de sécurité, de santé, de soutenabilité dans l'ensemble de l'ouvrage et sur des terrains qui sont très, très différents.
On regarde bien entendu les risques et les opportunités pour voir ce qui peut se passer en termes positifs comme en termes négatifs, hein, en adoptant autant que possible une vision prospective et audacieuse. On s'interroge par exemple si un nouveau virus, le Covid-24, devait éclater juste après les Jeux Olympiques de Paris en 2024, dans une planète qui serait toujours en proie aux incertitudes. Qu'est-ce qui pourrait se passer demain? Quel scénario aussi on imagine pour l'agriculture si demain, dans un contexte de retour à la campagne des plus jeunes, on aurait un intérêt pour la ruralité? Est-ce que cet intérêt est durable? Quelles conséquences il aura sur les modes de production et sur l'enjeu aussi du renouvellement des générations qui est prégnant en France, mais aussi en Europe et à travers la planète? On regarde aussi du côté de la santé animale et des possibles conséquences d'une hausse de la résistance aux antibiotiques qui est l'un des risques les plus importants pour la santé mondiale, en mettant l'accent aussi sur le concept de une seule santé. Les enjeux liés aux ressources sont aussi explorés dans cette nouvelle édition, hein, dans un monde où les surfaces disponibles pour produire vont réduire drastiquement. Est-ce que on s'interroge, est-ce qu'on aura suffisamment de sol pour nourrir et pour produire, pour répondre aux besoins des 9 milliards d'habitants à l'horizon 2050? Alors bien sûr, il y a le sol, il y a d'autres ressources qui sont aussi indispensables. On va pouvoir en rediscuter ce soir. Je pense notamment au phosphate et peut-être aussi à la donnée, à la data. Comme chaque année, le Déméter regarde aussi du côté des innovations et de ce qui pourrait demain bousculer l'alimentation. Je pense aux super aliments qui sont plébiscités sur les réseaux sociaux. On a analysé le cas de l'avocat. On a aussi regardé du côté de la mer et des algues, dont le potentiel de développement est immense, et interroge aussi les régimes alimentaires et les alternatives qu'on peut trouver aux protéines, notamment animales. Dans cette édition du Déméter 2021, on part de l'agriculture japonaise qui fait face aux défis nucléaires pour aller vers les dynamiques d'autonomisation alimentaire du continent africain, jusqu'au scénario d'une Sibérie qui serait le grenier à grains du monde. Mais on va aussi aux confins de l'Asie du Sud-Est, jusqu'en Indonésie, pour voir quels sont les défis agricoles de ce grand pays. Comme vous le voyez, le Déméter 2021 nous invite, comme les précédentes éditions, à penser sur les temps longs la sécurité alimentaire en France, en Europe et dans le monde, sans bouger de notre canapé. Ce soir, on est tous en visio et on aurait aimé être tous ensemble, mais c'est malheureusement pas possible. Bien, le Déméter 2021 il nous fait aussi voyager et bouger depuis nos chaises et nos canapés. Cette année, on va de plus en plus loin. On commence même d'ailleurs à explorer des endroits inconnus. D'abord les salles obscures de cinéma où on s'interroge sur l'agriculture et sa raison d'être sur les grands écrans. On va aussi dans l'espace, puisque dans l'édition 2021, en nous donnant la parole à l'astronaute Thomas Pesquet, qui, dans ses propres mots, nous rappelle que même en apesanteur, l'agriculture occupe une place centrale, bien qu'on la considère à tort comme allant de soi. Alors, on aurait bien aimé qu'il soit avec nous ce soir pour nous donner lui-même son ressenti sur ces questions, mais comme vous le savez certainement, il est en plein entraînement avant son départ pour l'espace. On espère qu'il amènera avec lui, pas forcément le kilo de connaissances qu'est le Déméter, mais peut-être sa version électronique pour pouvoir la lire jusque dans les confins de l'espace. Vous découvrirez dans l'édition du Déméter 2021 ce qu'on mange dans la station internationale, où là-bas aussi, le défi quotidien est bien de produire et de se nourrir, comme le rappelle le titre de cette édition. Avec ces différents regards à travers la planète, le Déméter nous invite à repenser les interdépendances entre les humains et leur milieu, entre les ressources, bien entendu, mais aussi entre la science et la société, comme toujours pour aller jusqu'aux objectifs de produire et de se nourrir. Le sommaire que j'ai essayé de rapidement de vous brosser, mais que vous pourrez retrouver en ligne et dans l'édition brochée, et puis dans un mois aussi en version électronique. Eh bien, ce sommaire, il montre bien que produire n'est pas un acte banal, c'est pas un acte facile, c'est le fruit de toutes ces interdépendances. Et ce soir, on a choisi d'en analyser trois différentes. Elles sont elles-mêmes liées les unes entre les autres. On va le découvrir au fur et à mesure des présentations et des questions que vous pourrez nous poser. Alors, ces trois ressources, vous le savez, c'est le phosphate, ce sont les plastiques, mais aussi les données. Leur rareté ou leur abondance sont
à la fois source de tension, elles sont aussi source d'opportunités, mais aussi de risques. Ces trois ressources, elles sont des objets géopolitiques et elles s'inscrivent vraiment dans ce triptyque que j'ai essayé de dépeindre assez rapidement, mais que vous retrouverez dans l'ouvrage, autour de sécurité, de santé et de soutenabilité. Je remercie ce soir nos trois invités pour leur présence, mais aussi pour avoir écrit des chapitres dans cette édition du Déméter. Je commence d'abord par Raphaël Danino Perrault, qui a été annoncé comme doctorant dans les invitations, mais qui est depuis lundi docteur en économie. Il est docteur en économie au laboratoire d'Orléans, le laboratoire en économie des ressources minérales. D'abord, félicitations Raphaël pour cette thèse bien soutenue et il nous entretiendra ce soir des enjeux de la chaîne de valeur des phosphates. On peut dessiner une géopolitique des phosphates. On aura aussi le plaisir d'accueillir Claire de Marignan, qui est consultante pour le Club Déméter et qui a écrit un chapitre sur le plastique et ses multiples et les multiples dépendances que nous avons à ce matériau qui a été le symbole du XXe siècle, qui sera peut-être aussi le symbole du XXIe siècle. En tout cas, il est revenu en grâce au cours de la pandémie. Et on finira par explorer une autre ressource qui est de plus en plus essentielle et qui est peut-être largement aussi sous-estimée, avec Jérémy Vinstin, qui est fondateur et dirigeant de Green Data, qui est une start-up française spécialisée dans la transformation digitale et dans la data science pour le monde agricole. Donc, il nous parlera de ces données qui sont indispensables pour aller plus loin dans les transitions agricoles et agroalimentaires. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions dans le fil de conversation, dans l'onglet questions du système de visioconférence ce soir. Je récupérerai toutes les questions et je les adresserai à nos différents intervenants. N'hésitez pas, hein, dès que ils auront commencé à parler, à poser ces questions. Je vais donner la parole tout de suite à Raphaël Danino Perrault, hein, qui, je rappelle, est docteur en économie et qui va nous parler de ce nutriment qui est essentiel à l'agriculture, le phosphate. On va faire une lecture géopolitique de cette chaîne de valeur des phosphates, qui est une ressource assez peu connue, mais hautement stratégique à travers toute la planète. Raphaël, je te laisse la parole et merci beaucoup pour ta présence ce soir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Merci Mathieu. Sacrée entrée en matière, sacré défi, tu places la barre assez haute. On va essayer de la relever. Donc je vais vous présenter ce soir un petit aperçu de la chaîne de valeur des phosphates qui servent à la fabrication d'engrais phosphatés qui sont essentiels à l'agriculture. Donc le phosphate fait partie des macronutriments en compagnie du potassium et de l'azote et fait également partie des 6 piliers de la vie en compagnie de l'oxygène. Le phosphate a été identifié assez tôt comme un minerai assez important et dès 2008, ensuite en 2011, l'Union européenne l'a classé dans sa liste des minerais critiques. Présence qui s'est maintenue tout au long des différentes listes en 2011, 2014, 2017 et 2020. En fait, la criticité du phosphate, elle se place dans un contexte finalement assez particulier, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de tension importante sur les matières premières minérales pendant les années 90 et c'est au début des années 2000, en raison notamment de la montée en puissance de la Chine sur la plupart des matières premières minérales, que des tensions ont vu le jour. Alors, elles se sont traduites symboliquement. Celle que tout le monde retienne, parmi ces tensions, c'est la crise des terres rares de 2010. Mais depuis, il y en a eu d'autres. Il y a eu le germanium au début des années 2000. Il y a eu le cobalt à plusieurs reprises. Il y a eu le lithium et il y a eu le phosphore et notamment les phosphates, puisque la brusque montée des prix des phosphates en 2008 puis en 2011 a donné lieu entre autres, c'est pas la seule raison, au printemps arabe, puisque ces pays étaient extrêmement dépendants des importations de produits agricoles. Donc, après cette entrée en matière, je vais insister sur l'approche que je vais développer, puisque je vais développer une sorte d'aperçu de la chaîne de valeur des phosphates. Il faut bien comprendre que
il n'est plus possible en fait de considérer une matière première uniquement par son lieu d'extraction ou sa géologie. Il faut également maintenant considérer la manière dont elle est raffinée, la manière dont elle est produite, dont elle est utilisée, les pertes qui peuvent avoir lieu tout au long de sa chaîne de valeur, mais également son recyclage, ses importations, ses exportations, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, en fait, tout cet ensemble d'étapes sont concentrées, si je peux me permettre, autour de ce concept de chaîne de valeur. Donc, les phosphates, en fait, sont issus de trois types trois types de sources, deux sources géologiques, sources sédimentaires qui représentent 75% de la production de phosphate et les sources magmatiques qui représentent 23% de la production de phosphate. À savoir qu'il y a également des gisements superficiels nommés guano, en fait, qui sont issus de la concentration des fientes, des excréments d'oiseaux sur les rochers et qui ont notamment été exploités sur l'île de Nauru, mais qui sont toujours en cours d'exploitation au Pérou, au Chili et prochainement, a priori, au Sénégal. Donc, sachant que voilà, ces dernières ressources sont relativement limitées, elles ne représentent que 2% de la production. Il y a également, a priori, du phosphore et donc du phosphate dans les nodules sous-marins, donc dans la dorsale atlantique notamment, ou dans la zone Clarion-Clipperton dans le Pacifique. Mais pour l'instant, en fait, la présence de minerais de phosphate est très très mal connue. Et puis, on se heurte à des dimensions, enfin, des difficultés d'extraction très importantes et une pollution, enfin, un impact environnemental a priori qui pour l'instant est difficilement quantifiable. Sachant, il faut préciser que donc chaque géologie a ses particularités et si vous avez si les gisements sédimentaires ou magmatiques représentent plus ou moins les mêmes propriétés, ils n'ont pas forcément les mêmes coproduits. Typiquement, le phosphate qui est extrait au Brésil ou au Maroc, le phosphate extrait au Brésil contient beaucoup plus d'uranium que le phosphate extrait en Chine ou en Russie, tandis que le phosphate marocain contient beaucoup plus de cadmium que celui extrait en Tunisie ou aux États-Unis. En fait, ces deux coproduits, enfin ces deux cométaux, co-compagnons, sont des métaux potentiellement polluants pour le cadmium, nocifs pour l'uranium, et donc en fait nécessite des traitements plus importants et une réglementation plus dure, ce qui peut influencer la géopolitique des approvisionnements en phosphate. Donc en fait, si je dois continuer sur la chaîne de valeur du phosphate, donc le phosphate, après avoir été extrait, il est concentré et puis transformé en acide phosphorique, qui représente en fait le produit raffiné de phosphate. Ensuite, il est transformé en engrais de plusieurs types. Si ça vous intéresse, on reviendra dessus tout à l'heure, mais ce n'est pas forcément nécessaire que je décrive les différents types d'engrais. Donc le phosphate, actuellement, on en produit 250 millions de tonnes. En tout cas, en 2018 ou 2019, on en produisait 255 millions de tonnes. Donc c'est un des 5 minerais qui est le plus exploité au monde à l'heure actuelle, après le fer, après le sel, après le gypse. Et donc 90% de l'utilisation de la production de phosphate va vers les engrais, le reste étant disséminé entre la céramique, la métallurgie, mais également une utilisation qui monte actuellement, les batteries lithium-ion et notamment les batteries fer-phosphate. Il y a à l'heure actuelle donc, on doit faire une autre distinction ensuite entre la notion géologique les notions géologiques de ressources et de réserves. Donc les ressources, ce sont tous les gisements de phosphate et tout le phosphate compris dans ces gisements qui ont été identifiés à l'heure actuelle sur la Terre. Les réserves, par contre, c'est la partie économique de ces ressources qui est c'est la partie de ces ressources qui est économiquement exploitable à l'heure actuelle. Donc en fait, il faut garder en mémoire que la notion de ressources et de réserves, en tout cas les quantités, ne sont pas figées. Par un jeu de vase communicant, plus le prix va monter, plus les réserves vont augmenter et plus les compagnies minières vont avoir l'opportunité de développer de nouvelles ressources, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc quand on dit qu'il y a 300 milliards de ressources de phosphate connues sur Terre à l'heure actuelle,
il y en a probablement beaucoup plus, peut-être dans d'autres types de gisements ou dans des quantités moins concentrées, mais ce n'est pas la quantité exacte de phosphate que contient la Terre à l'heure actuelle. Donc, il y a 300 milliards de tonnes de ressources de phosphate sur Terre, en tout cas identifiées, et 69 milliards de tonnes de réserves, dont 72,5% au Maroc, et le reste étant réparti entre la Russie, les États-Unis, la Chine, le Brésil, l'Australie et plus récemment l'Arabie Saoudite et la Géorgie. La répartition, elle est finalement assez simple. Il y a peu de pays produisant du phosphate et encore moins produisant de l'acide phosphorique en grande quantité et des engrais phosphatés. À l'heure actuelle, la Chine est le principal producteur de phosphate, suivi par le Maroc, les États-Unis et, dans une moindre mesure, la Russie, l'Australie, le Brésil ou encore la Tunisie et l'Arabie Saoudite, plus récemment pour l'Arabie Saoudite. Chaque pays a ses caractéristiques de production. La Chine produit principalement en interne, produit principalement et raffine pour sa consommation interne, tandis que la production marocaine, réalisée par l'Office chérifien des phosphates, l'OCP, a un but beaucoup plus exportateur. Et on a constaté tout au long de l'exploitation par l'OCP, une volonté de monter en puissance des autorités marocaines sur la chaîne de valeur de phosphate pour ne plus être seulement un producteur de minerais, mais également un producteur de produits raffinés ou d'engrais, car à chaque étape de production, il y a une valeur ajoutée supplémentaire pour l'économie. Ça, c'est également un enjeu à prendre en compte. Au-delà de l'enjeu de la dépendance et du contrôle de la ressource, il y a également cette notion de développement économique qui est rattaché à l'exploitation des phosphates. Donc pour vous donner une idée, ensuite, l'Inde est le principal pays importateur de phosphate ou de produits phosphatés et le Maroc le principal exportateur. Sachant que la Chine a monté une stratégie classique qu'on lui connaît maintenant, qui est de monter en puissance sur la chaîne de valeur des phosphates à travers d'abord une extraction, des droits de douane assez importants sur l'exportation des minerais pour inciter les industriels à mettre en place des capacités de raffinage et donc ensuite une montée en puissance progressive sur cette chaîne de valeur jusqu'à la fabrication d'engrais phosphatés. L'objectif de la Chine étant, on imagine, d'exporter à un moment ou à un autre ses produits, mais pour l'instant, elle n'est encore qu'un acteur secondaire au niveau du commerce. Il faut bien comprendre également que les produits phosphatés ont subi une très nette augmentation de la consommation depuis 1985, parce que depuis 1985, la consommation a augmenté de 75% et de 50% depuis 2000, donc c'est quand même très conséquent. La principale augmentation ayant lieu en Océanie, 125%, et en Asie, 95%. Des augmentations un peu moins importantes ont eu lieu en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique latine. À l'heure actuelle, les principales perspectives de production sont situées, de production future, de mise en production future, sont situées au Pérou, en Amérique latine, pour les gisements superficiels, donc le guano, mais également en Arabie Saoudite, en Jordanie et en Syrie, donc au Moyen-Orient et en Afrique. Donc, a priori, en fait, il ne devrait pas y avoir de pénurie, en tout cas en théorie, sur la production d'engrais phosphatés. Je vais revenir ensuite sur cette notion de pénurie, mais il y a quand même des incertitudes importantes. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, toutes les ressources et les réserves n'ont pas été formellement bien identifiées. Donc, il y a encore une incertitude sur les quantités de phosphate contenues. En Syrie, la situation est loin d'être apaisée. On considère que la Syrie est un des acteurs les plus prometteurs de la production future de phosphate, mais à l'heure actuelle, elle n'est qu'un producteur extrêmement mineur avec beaucoup d'incertitudes. Tandis qu'en Afrique, où il y a une bataille géopolitique entre entreprises pour s'approprier des gisements de phosphate, pour avoir accès aux gisements de phosphate, des questions existent sur notamment l'accès à ces gisements en termes d'infrastructure, en termes de coûts, sachant que si l'objectif des pays africains est de monter en puissance sur la chaîne de valeur des produits phosphatés, le marché des engrais est déjà en saturation à l'heure actuelle. Donc ça va être compliqué en fait d'allier tous
tous les besoins et à un coût raisonnable, sauf si le prix des phosphates venait à augmenter très fortement. Et là, ça poserait d'autres problèmes pour les pays qui consomment ces types de produits. Je vais terminer sur donc, plusieurs éléments. Donc, tout d'abord, je vais revenir sur cette notion de pénurie. Donc, si pénurie il y a, elle ne sera pas géologique. En tout cas, pas tout de suite, pas à l'heure actuelle. Je vous ai parlé des 69 milliards de tonnes et des 300 milliards de tonnes de ressources. Donc, à l'heure actuelle, la pénurie ne sera pas géologique, ni pour les prochaines centaines d'années. A priori, si pénurie il doit y avoir, elle sera plutôt sur la production de produits phosphatés, les produits raffinés, les engrais. Si problème il doit y avoir, ils seront également en termes de coûts. Voilà, si les coûts venaient à augmenter brusquement, quelles sont les opportunités de lancement de nouveaux projets ou de diversification? Voilà, ce sont autant de questions qui ne sont pas encore résolues à l'heure actuelle. Sachant que la production de phosphate est également très polluante, puisque pour une tonne d'engrais phosphaté, on produit environ 5 ou 6 tonnes de photogypse, qui est un produit relativement assez polluant avant traitement, et qu'en général, les entreprises soit stockent de manière un peu intemporelle, soit relâchent dans la nature ou les océans, ce que fait l'OCP au Maroc ou l'Indonésie parfois également, ou les entreprises indonésiennes. Ensuite, en termes alors en tout cas, si des solutions doivent être trouvées pour une meilleure consommation des phosphates, elle ne se situe pas seulement, je dirais, dans la mise en production de nouveaux gisements, mais ces solutions doivent être trouvées beaucoup plus vers le recyclage et une meilleure, et surtout une meilleure utilisation de la ressource. Le recyclage semble un peu compliqué à l'heure actuelle, puisqu'il n'est pas du tout rentable en termes de coût, et en termes de pureté et de qualité des produits, il pose encore question. À l'heure actuelle, la principale source de phosphate recyclé serait dans les lisiers, donc dans les excréments d'élevage, mais la quantité d'antibiotiques consommée par les animaux augmente, et remet un peu en question la fabrication de phosphate. Il nous reste à peu près 25 secondes, ça devrait aller. Donc 80% du phosphate est perdu sur toute l'utilisation de la chaîne de valeur, donc entre l'extraction et la consommation. Donc il y a peut-être de nombreux efforts à faire à ce niveau-là par les producteurs et de produits phosphatés et d'engrais, sachant que ces efforts induiront probablement des coûts supplémentaires pour la filière. Enfin, je terminerai sur une petite ouverture et sur la question des normes, puisque assez récemment, l'Union européenne a fixé des normes de cadmium, enfin de contenu en uranium et en cadmium, enfin surtout en cadmium, pour les produits phosphatés importés en Europe. Alors, dans un but, bien sûr, environnemental louable, néanmoins, il y a peu de capacités de gisements, enfin, il y a peu de gisements dans le monde qui ont la capacité de produire et dont la production est disponible à l'heure actuelle, et donc de capacité de production avec une quantité de cadmium moindre ou une quantité d'uranium moindre. Ces gisements sont principalement situés en Russie, en Chine, bref, en Asie ou en Asie centrale, et donc pose la question légitime de la dépendance européenne aux importations. Certes, protéger l'environnement, c'est louable. Néanmoins, il faut se poser la question de la géopolitique de nos approvisionnements. Et a priori, les approvisionnements marocains ou nord-africains étaient un peu moins risqués géopolitiquement. Je vous remercie pour votre écoute et reste à disposition pour vos questions. Merci beaucoup, Raphaël. On a déjà reçu beaucoup de questions qui te sont destinées. Merci pour cet exposé où finalement on voit bien un petit peu comment cette géopolitique est essentielle à comprendre quand on voit toutes les étapes de la chaîne de valeur des phosphates. C'est très important de l'avoir en tête. Dans le Déméter, vous retrouverez des schémas, des cartes qui vous montrent un petit peu où se trouvent les nœuds stratégiques. Une première peut-être question pour réagir à ce que tu viens de dire sur cette géopolitique complexe
des phosphates. Tu l'as dit, la Chine produit mais exporte peu. D'un autre côté, le Maroc en produit beaucoup, notamment au Sahara occidental. Et en même temps, on a aussi récemment des nouvelles formes de dépendance. Donc, de, de, deux questions finalement pour toi. Est-ce que, juste pour bien comprendre, est-ce qu'on produit le phosphate là où finalement on va le transformer, là où on va aussi l'utiliser pour l'agriculture notamment, ou est-ce que c'est au contraire une ressource qui voyage beaucoup, et dans quelle mesure, double question, puisque tu as ouvert la piste, tu as ouvert la voie à celle-ci sur la dépendance finalement que les nouvelles règles européennes pourraient générer. Est-ce que ça veut dire que d'ici 5 ou 10 ans, on sera complètement dépendant des phosphates russes avec ces questions de teneur, notamment en cadmium, en uranium? Donc effectivement, alors sur la question du Sahara occidental, il y aurait aussi quelques éléments à dire. Mais alors en ce qui concerne les lieux de production et les lieux de consommation, effectivement, c'est tout le dilemme en fait de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que il y a des pays comme la Tunisie qui a assez peu finalement de capacité de raffinage, mais qui produit beaucoup de phosphate, qui est un producteur secondaire assez important de phosphate. Donc la Tunisie tente de monter en puissance, mais avec la baisse des coûts, ça s'est révélé complexe. Donc la Tunisie exporte exporte de nombreuses quantités de minerais pour le réimporter ensuite sous forme d'engrais. Donc voilà, ça pose la question de la cohérence à un moment, la cohérence commerciale, des politiques commerciales, que ce soit au niveau local, national ou international. Mais voilà, c'est tout. Enfin voilà, comme j'expliquais, c'est tout le dilemme de contrôle versus, enfin même pas versus, mais contrôle et développement économique, où en fait vous avez le dilemme de contrôler votre production et en même temps vous avez un marché qui économiquement n'est pas forcément rentable, à part pour les producteurs déjà installés. Et donc c'est tout le problème actuellement des pays entrants comme l'Arabie Saoudite et comme les pays africains qui sont face à un marché des phosphates qui est saturé et qui ne sont pas actuellement en mesure, en raison de coûts d'infrastructure, de coûts de production trop importants, qui ne sont pas en mesure sans soutien en tout cas de l'État ou d'autres institutions internationales, de rentrer sur ces marchés. Et sur la dépendance à l'Union européenne, désolé, Sur la Russie, ouais. a priori, oui, en fait, le problème, c'est que, sauf à développer des sources alternatives européennes ou des produits issus du recyclage, a priori, en fait, les nouvelles réglementations européennes font la part belle aux importations russes, voire plus lointaines. Alors au-delà de la dépendance géopolitique, qui est un problème assez important, hein, faut pas le négliger. Hein. Il y a quand même la question environnementale qui est posée, parce qu'à quoi ça sert d'importer du minerai qui vient du Brésil, avec l'impact carbone que ça peut avoir, ou du minerai qui vient d'Amérique du Nord, ou des produits venant d'Amérique du Nord, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Enfin bon, la question de la cohérence environnementale mériterait d'être posée, et puis à partir de là, développer des outils type l'analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact carbone, que ce soit des importations ou d'une utilisation de produits phosphatés forts en cadmium, la question mériterait d'être posée, les méthodologies mériteraient d'être développées. Merci beaucoup, Raphaël. Je garde d'autres questions pour la suite, pour la séquence de questions-réponses et de débats. Continuez à nous envoyer vos questions. On en a déjà beaucoup reçu. On les posera ensuite à Raphaël dans la deuxième partie de cette soirée. Je vais tout de suite me tourner vers notre deuxième invité. Enfin, je me tourne physiquement, mais vers Claire de Marignan. Claire, qui est chargée de mission au Club Déméter et consultante pour le Club Déméter, et qui a écrit dans le Déméter 2021 un chapitre sur le plastique. Donc on reste dans les enjeux de recyclage, de ressources et de pénurie, mais là c'est plutôt à l'inverse. Le plastique est abordé de manière assez transversale dans l'ensemble de l'ouvrage, hein, puisqu'on parle bien entendu des microplastiques, des plastiques pour l'agriculture, mais aussi
des alternatives au plastique avec le chapitre sur le bois ou des pollutions, hein, comme dans le cadre du chapitre qui traite de l'Indonésie et du tourisme à Bali. Donc Claire, je te laisse nous brosser un petit peu les grandes questions, les grands enjeux autour de cette ressource qui est elle aussi très présente dans nos quotidiens et qui l'a été d'autant plus depuis l'éclatement de la pandémie. Je te remercie, Mathieu. Alors effectivement, moi ce soir, je vais vous parler du plastique. Ce qui est intéressant, c'est que le plastique, depuis près de 50 ans, c'est un matériau qui est complètement décrié, à la fois pour son impact négatif sur l'environnement et puis sur la santé humaine. Toutefois, il y a quand même un paradoxe très intéressant, c'est qu'à côté de ça, le plastique fait partie intégrante de nos vies. Il est chaque année produit en masse et en masse partout dans le monde. Il est présent dans tous les secteurs d'activité et vraiment, on ne peut pas s'en passer. Alors, on ne peut pas s'en passer pour une raison très simple, c'est qu'en fait, le plastique, c'est le matériau idéal qui nous permet de respecter à moindre coût des normes à la fois sanitaires, sécuritaires et étonnamment environnementales. Le plastique, donc, on l'utilise énormément. Comme le disait Mathieu, on l'a vu pendant cette crise sanitaire, il est complètement revenu sur le devant de la scène. En effet, il y a la crise du Covid qui a éclaté et là, il a fallu parer au plus pressé, trouver une solution rapide, efficace, peu chère et à grande échelle pour concevoir des masques chirurgicaux, des gants, des lingettes, des surblouses, des emballages alimentaires supplémentaires pour, si je peux me permettre, entre guillemets, éloigner le virus et limiter l'épidémie. Donc, en fait, le tout jetable semble être la solution idéale ou au moins la moins pire, on va dire, pour répondre à cette pandémie. Il faut savoir qu'en 2020, il y a 500 milliards de masques chirurgicaux qui ont été produits et mis en circulation dans le monde entier. Et on estime que leur production va augmenter de 10 à 20% d'ici à 2024. Donc le plastique semble vraiment profiter de cette image, et qui est d'ailleurs une vraie réalité, de matière à la fois qu'on peut produire à grande échelle, rapidement, facilement, qui est pratique, qui est hygiénique, et donc qui semble être une solution, et on comprend, on n'a aucun mal à comprendre pourquoi il a connu une hausse de sa production. Je vais un peu aborder le secteur agroalimentaire et de l'agriculture. C'est deux secteurs qui ont aussi été très sollicités pendant la crise du Covid. Et notamment, je vais prendre l'exemple de la production d'emballage. En France, la production d'emballage alimentaire a augmenté de 20% pour le mois de mars 2020, donc qui a marqué vraiment le début du confinement en France. Il faut savoir que l'emballage, de manière générale, c'est de toute façon on va dire un secteur qui utilise énormément le plastique. En France, 45% du plastique qui est consommé l'est à des fins de conditionnement. Pour l'échelle européenne, on est à peu près à 40% environ. Donc c'est assez important quand même comme chiffre. Alors, l'emballage, on peut s'interroger, pourquoi est-ce qu'on utilise des emballages en plastique pour les aliments? Eh bien, en fait, c'est très simple. Tout d'abord parce que l'emballage va à la fois permettre une meilleure conservation des aliments, en ne les mettant pas en contact avec l'air ambiant, l'humidité, donc ça les conserve mieux. Ça permet également de préserver les marchandises, que ce soit pendant le transport, la maintenance et le stockage. Et puis, chose assez intéressante, surtout en période de crise sanitaire, il préserve les aliments des contaminations chimiques et microbiennes. Ce point qui est très important, il explique aussi pourquoi, typiquement, les produits bio sont souvent emballés dans du plastique. C'est justement pour éviter d'être en contact avec d'autres produits qui ne sont pas issus de l'agriculture biologique et qui pourraient contaminer
qui pourraient contaminer justement ces produits. J'en arrive au secteur agricole qui, lui, évidemment, n'est pas en reste. Un petit chiffre assez parlant, hors emballage, le secteur agricole en France consomme 120 000 tonnes de plastique par an. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que le plastique, il va permettre d'augmenter la production, d'améliorer la qualité des aliments et étonnamment de réduire l'empreinte écologique. Alors, je vais vous donner juste un exemple qui permet d'illustrer cette idée. C'est l'exemple du film agricole. Le film agricole, donc qu'on va déposer sur le sol et qui va protéger les cultures. Tout d'abord, il va protéger des aléas climatiques, notamment du gel. Il va protéger de certains nuisibles. Donc, en fait, il permet d'utiliser moins de produits phytosanitaires. Et enfin, autre atout, il retient l'eau dans les sols. Ce qui fait qu'en fait, on a moins besoin d'irriguer les cultures. Si l'agriculture est un grand utilisateur de matières plastiques, c'est aussi un champion du recyclage. Et ça, il faut pas, le secteur agricole, il ne faut pas oublier aussi ce point qui est très important. Vous savez qu'en février 2020, il y a une loi qui est passée en France, qui est la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, et qui instaure notamment l'idée d'atteindre les 50% de recyclage à l'horizon 2025. Et il faut savoir que ça fait bien longtemps que le secteur agricole a déjà atteint ce chiffre, puisque aujourd'hui, le secteur primaire, il en est à plus de 90% de recyclage de ces déchets plastiques. Donc, c'est évidemment pas négligeable. Et puis, je tiens à souligner quelque chose d'important, c'est que la France est en fait le seul pays au monde qui a une organisation nationale qui a pour but de collecter, trier et traiter les déchets de l'agrofourniture. Donc, c'est Adivalor. Alors, pour détailler l'acronyme, que je ne me trompe pas, c'est agriculteur, distributeur, industriel pour la valorisation des déchets agricoles. Et donc, voilà, la France est plutôt bien placée à ce niveau-là. Je ne vais pas m'étendre sur évidemment les grosses problématiques autour du plastique, notamment l'impact sur la santé humaine et l'impact environnemental, parce que je pense qu'on est tous assez sensibilisés à ces questions-là. Je vais directement me tourner vers le positif et vers les solutions que l'on a pu trouver jusqu'à présent pour répondre à cette problématique. La première solution à laquelle on pense, c'est évidemment le recyclage. Alors, le recyclage, est-ce que c'est une vraie solution ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? Il faut savoir déjà qu'on recycle très peu de plastique. La France recycle à entre 24 et 25% de ses déchets plastiques, et elle est considérée comme un mauvais élève dans l'Europe. Parce que l'Europe, elle, atteint en moyenne 32% de recyclage de ces matières plastiques. Il faut savoir que la moyenne mondiale, elle est à 9%. On ne recycle que 9% du plastique. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que tous les plastiques ne sont pas recyclables, dans le sens où parfois ils contiennent des produits chimiques, des additifs qui ne peuvent pas être recyclés. Et puis aussi parce qu'en fait, un plastique n'est pas recyclable à l'infini. C'est-à-dire qu'au bout d'un recyclage, deux recyclages, il y a un moment où ça devient forcément un déchet et on ne peut plus le recycler. Donc, à l'échelle mondiale, on ne recycle que 9% des déchets. On incinère 12% des déchets plastiques. Et, accrochez-vous bien, les 79% qui restent, en fait, ce sont les déchets plastiques qui se retrouvent dans la nature. Alors, je nuance ce chiffre. Il y en a quand même, dans ces 79%, il y en a quand même une grande partie qui se retrouve en fait qui sont un peu abandonnés dans des décharges à ciel ouvert gigantesques, des décharges qui ne sont pas contrôlées. Et en fait, ces plastiques finissent tôt ou tard à polluer évidemment la nature. Ce qui est intéressant avec les déchets plastiques, c'est qu'en fait, c'est un parfait exemple d'échange mondialisé.
Il faut savoir que depuis de très nombreuses années, les pays développés, essentiellement les pays occidentaux, envoyaient à l'autre bout du monde par conteneur leurs déchets, donc notamment les déchets plastiques. Quand je dis à l'autre bout du monde, généralement c'était en Asie, notamment en Chine. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en 2017? La Chine a décidé d'arrêter de recevoir elle a établi toute une liste de produits qu'elle ne voulait plus recevoir de l'étranger, et notamment certains plastiques en faisaient partie. Elle a été suivie assez rapidement après par d'autres pays comme la Malaisie, les Philippines, l'Indonésie. Et du coup, en fait, les pays occidentaux se sont retrouvés à devoir trouver une solution parce qu'en fait, quand on a renvoyé les conteneurs chez eux, en fait, ils se sont retrouvés avec un problème qu'ils avaient essayé d'oublier en l'envoyant à l'autre bout du monde. Et donc, des solutions, les pays ont essayé d'en trouver. Il y en a des solutions. Et dans les solutions qu'on va essayer de trouver, on va essayer d'attaquer le problème à la source. Et d'ailleurs, à titre très personnel, je pense que c'est la meilleure des solutions, d'éviter en fait le problème des déchets en s'intéressant particulièrement à la production et à la consommation du plastique. Alors, dans les solutions, dans l'idée de produire moins de plastique, il y a plusieurs acteurs qui entrent en jeu. Alors, tout d'abord, il va y avoir l'acteur régional, par exemple. Donc, je vais prendre l'exemple de l'Union européenne. Il y a eu une directive européenne donc, qui est tombée au printemps 2019, si je ne me trompe pas, et qui impose notamment, alors plusieurs choses, mais notamment un quota de plastique recyclé dans les bouteilles en plastique. Évidemment, et ça on en a beaucoup parlé, la fin de certains plastiques à usage unique en 2021. Et elle a revu quelque chose de très intéressant, c'est le principe du pollueur-payeur. En fait, c'est une manière de responsabiliser le producteur, le fabricant de plastique, au lieu de ne punir que le consommateur, en fait. On a l'exemple des filets de pêche. Quand ils sont perdus en mer, désormais, ce n'est plus uniquement le pêcheur qui va devoir assurer le coût de la collecte, c'est aussi désormais le fabricant du filet de pêche qui va devoir partager les coûts. Les entreprises aussi jouent un rôle. Certaines entreprises se sont engagées pour proposer moins de plastique à la vente. Je prends deux exemples marquants. Coca, Nestlé, Danone, qui sont les 3 leaders de la boisson bouteille et qui se sont engagés à incorporer au moins 25% de plastique recyclé dans leurs bouteilles. Un autre exemple qui est tout récent parce que ça a été annoncé juste là en décembre dernier, Total et Yoplait se sont associés à une entreprise portugaise, je crois, Intraplast, et en fait, ont annoncé avoir découvert un procédé pour fabriquer des yaourts totalement en plastique recyclé, ce qui jusqu'à présent ne s'était encore jamais fait. Et puis d'un autre côté, les citoyens lambda, les consommateurs, en fait, eux-mêmes vont aussi jouer un rôle. Déjà grâce à la sensibilisation, ils vont être plus au fait de tout ce qui est tri, recyclage. Ils vont avoir l'opportunité d'acheter dans des commerces en vrac, par exemple. D'ailleurs, à ce propos, il faut savoir que la France est le pays au monde qui a le plus de commerces de vrac. Et puis évidemment, il y a une autre solution, donc là qui met aussi en avant le secteur de la recherche, ce sont les bioplastiques. En fait, on va développer des plastiques qui sont à la fois qui sont ou bien biosourcés ou bien biodégradables. Donc on va développer des plastiques à base d'algues, à base d'amidon de maïs, à base de protéines de lait, par exemple. Qui vont être généralement moins polluantes ou plus saines pour la santé humaine. Et je finis parce que je vois que j'arrive bientôt à
à 15 minutes. Toutefois, il y a quand même un problème avec ces bioplastiques, c'est que, ils ne sont réalisés qu'à petite échelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seul 1% des plastiques qui sont produits dans le monde sont des bioplastiques. Donc, c'est vraiment, c'est peanuts, quoi. Et puis, ce sont souvent aussi des alternatives qui sont parfois assez chères. Et donc, c'est vrai qu'une solution, une alternative au plastique qui coûte plus cher que le plastique lui-même, eh ben, en fait, elle n'aura pas forcément d'avenir parce que c'est un des gros points forts du plastique, c'est son prix. Je vais juste conclure avec 2 points. Un, en fait, la solution idéale, il faut qu'elle soit globale. Donc, parce que le plastique est un problème, est un phénomène global. Je dis phénomène parce que ça va être à la fois au niveau de sa production, au niveau de son utilisation et aussi au niveau de son impact. C'est vraiment global et donc la solution doit l'être. Il faut qu'elle soit réalisable à grande échelle et peu coûteuse. Et puis, le deuxième point, c'est que non, le zéro plastique n'est pas la solution. On a pu voir que le plastique était un matériau essentiel. Donc, en fait, la solution, ça n'aurait aucun sens de le supprimer totalement. Donc, la solution va être aussi dans le fait de se poser les bonnes questions sur la bonne production et la bonne consommation du plastique et limiter la trop grande quantité de plastique qui produit dans le monde. Merci Claire pour cet exposé, ces différents éléments. Je retiens notamment tous les paradoxes en fait qui sont autour du plastique et ces paradoxes que tu as abordés, ils se reflètent aussi dans toutes les questions que j'ai reçues, qui sont très nombreuses autour de cette matière qui finalement est plus connue pour sa rapidité, sa facilité, à être produite, à être utilisée que par sa rareté, etc. Et donc c'est plutôt son abondance aujourd'hui qui pose problème. C'est largement bien, c'est bien souligné par ton exposé, aussi par un encadré qui est écrit dans le Déméter par des collègues de l'INRAE, qui vraiment mettent l'accent sur avant de substituer, plutôt de réduire et de réutiliser ces plastiques. C'est là tout l'enjeu. Je vais te livrer quelques questions rapides avant de donner la parole à Jérémy Vincent pour finir ce premier tour de table. Une des premières questions, c'est, tu l'as mentionné, et on est assez sensibilisé aux enjeux de pollution et aux enjeux de destruction des écosystèmes en raison du plastique. Mais une grande question qui se pose, et quelqu'un l'a soulevé dans la liste des questions que j'ai reçues, est-ce que demain, ou disons dans 10 ans, dans la Méditerranée ou ailleurs, il y aura plus de plastique que de poissons, étant donné que je crois que tu l'as dit, ou alors tu vas nous le réexpliquer, que une grande partie de ces plastiques finissent à la mer. Exactement. Alors, c'est un vrai problème, effectivement. Donc, aujourd'hui, on produit à peu près 275 millions de tonnes de déchets plastiques par an et 12 millions se retrouvent dans les océans chaque année. Alors ça, c'est une idée assez intéressante parce que la Fondation Ellen MacArthur a un petit peu travaillé sur cette question et a dit que en 2025, il y aurait 1 tonne de plastique pour 3 tonnes de poissons et que si jamais rien n'était fait, en 2050, il y aurait effectivement plus de plastique que de poissons dans les océans. Les déchets, on le voit bien, hein, vous avez sûrement entendu parler du continent de plastique, ces amas de particules de plastique qui s'amoncellent dans les océans. C'est un véritable problème. Il y a des chercheurs qui ont annoncé en plus tout juste hier, il me semble, c'est des chercheurs du groupement de recherche polymères et océans, donc c'est un groupement de laboratoires et d'instituts de recherche. Et en fait, ils ont annoncé hier que désormais, il y avait tellement de déchets dans les fonds des océans que ce n'était même plus rentable d'aller les chercher et de
de nettoyer les océans en fait, parce que trop de déchets s'accumulaient dans le fond et désormais ça coûte trop cher d'aller nettoyer le fond des mers. Donc oui, malheureusement, c'est un constat un peu triste, mais rien n'est perdu. On peut agir pour éviter qu'il y ait plus de plastique que de poissons dans les océans. Merci Claire. Il y a d'autres questions qui arrivent hein, sur le vrac, sur la responsabilité des consommateurs. On y reviendra peut-être dans la dernière partie, mais je voulais juste te transmettre cette question qui me semble assez pertinente et intéressante, puisque quand on parle des alternatives qui sont donc biosourcées au plastique, peut-être tu peux préciser un peu plus ce dont il s'agit pour celles et ceux qui ne seraient pas spécialistes de la question. Ce sont donc des alternatives qui viennent de la nature et qui sont des produits, notamment des produits agricoles. Est-ce que si on se projette dans un futur certes un peu lointain, il n'y aurait pas un risque de concurrence aussi entre ces productions qui sont à usage alimentaire? Alors peut-être que l'économie circulaire, les produits pourraient être utilisés, peut-être tu pourrais nous donner des informations là-dessus. Mais quand on parle d'interdépendance, est-ce que arrêter d'utiliser le plastique dans un monde complètement hypothétique et imaginaire, bien entendu, mais arrêter complètement le plastique pour passer à ces solutions biosourcées, est-ce que ce serait pas aussi mettre toujours plus de pression sur les écosystèmes? Alors, c'est très vrai et c'est un vrai débat déjà aujourd'hui. Alors, en effet, pour revenir sur les bioplastiques, donc effectivement, il y a les plastiques biodégradables voilà, qui portent bien leur nom, et les plastiques biosourcés qui, eux, ne sont pas forcément biodégradables et en fait, dont la matière première vient de la biomasse. Et en fait, alors c'est des plastiques, surtout les plastiques biodégradables vont être extrêmement réglementés dans leur composition pour éviter que les produits chimiques ralentissent le processus de dégradation ou même polluent la nature après dégradation du plastique. Pour les plastiques biosourcés, il y a effectivement un vrai problème à long terme. C'est qu'effectivement, quand la biomasse est issue de cultures, et ben en fait, il y a un vrai débat sur l'utilisation des terres agricoles à des fins de production non alimentaire. Et en effet, on peut s'interroger, est-ce que ça ne fera pas un jour concurrence à la grande thématique ô combien importante de la sécurité alimentaire? Pour donner juste un petit chiffre, il faut savoir qu'aujourd'hui, alors attendez que je regarde. Oui, voilà. Le chiffre, c'est 0,016% de la surface totale des terres agricoles qui est utilisée à des fins de production de bioplastique. Alors, ça semble dérisoire comme chiffre aujourd'hui, sauf que je vous ai dit tout à l'heure que seul 1% des plastiques produits étaient des bioplastiques. Si jamais on démocratise complètement ce phénomène, et ben en fait, on va utiliser de plus en plus de terres agricoles. Aujourd'hui, ça semble pas important, mais en fait, à long terme, si on démocratise complètement la production de bioplastique, ça risque de poser un réel problème. Et puis, t'en parlais dans l'introduction, quand tu parlais des terres agricoles qui allaient être amenées à être réduites avec le temps. Donc, en fait, ça pose un réel problème à long terme et effectivement, c'est très important d'en avoir conscience dès aujourd'hui. Merci Claire, je réserve les autres questions pour la suite du débat et je conclue une fois de plus avec ces éléments qui sont dans le Déméter, réduire et réutiliser, hein, surtout avant de substituer. C'est la démarche écologique qui semble la plus pertinente, y compris pour ces plastiques. Donc je propose qu'après avoir discuté des phosphates, du plastique, on s'intéresse à une troisième ressource. Et donc je vais donner la parole à Jérémy Vincent, qui est fondateur et dirigeant de la startup The Green Data, qui est aussi l'auteur dans le Déméter 2021 d'un chapitre justement sur les enjeux liés au partage de cette donnée agricole. Donc Jérémy va nous ouvrir le coffre-fort de la data agricole, nous dire un petit peu quels sont les endroits où ça grippe dans les rouages. Est-ce qu'on pourrait faire mieux peut-être aussi pour aller dans le sens des transitions, qu'elles soient économiques, sociales, écologiques, pour le futur? Merci beaucoup Mathieu et merci au Club Déméter d'avoir donné l'opportunité d'écrire cet article. Quelques mots pour me présenter. Donc, je suis fondateur et dirigeant d'une startup qui s'appelle The Green Data, qui développe une plateforme logicielle dédiée aux chaînes alimentaires et dont l'objectif est de faire des outils basés sur la data pour
rendre les acteurs de ces chaînes plus performants, pour mieux maîtriser les risques qui sont nombreux dans l'agroalimentaire et pour justement piloter cette transition agroécologique que demande la société. Et donc, j'ai monté cette société il y a 5 ans et depuis 5 ans, donc j'échange beaucoup avec les différents acteurs des chaînes alimentaires. Et il y a quand même quelque chose qui est assez frappant dans le secteur agroalimentaire, c'est que c'est un secteur qui n'a pas encore démarré sa digitalisation et qui commence maintenant seulement à s'intéresser au sujet de la data. Et en fait, il suffit de comparer avec d'autres secteurs industriels en France et à l'international pour le constater. Le secteur automobile et aéronautique a digitalisé ses chaînes de production et de distribution dans les années 80-90. La grande distribution a fait la même chose dans les années 90. L'énergie, aujourd'hui, est complètement digitalisée. L'énergie, c'était un secteur qui était un secteur très expert dans les années 90 et qui s'est mis à utiliser la data de manière assez soutenue dans les années 2000, où maintenant vous avez plus une décision qui se prend sans un algorithme qui permet d'ouvrir des barrages, des centrales nucléaires, etc. Vous avez eu toute la digitalisation de la santé et de l'éducation dans les années, assez récemment, dans les années 2010. Le secteur agroalimentaire, ça démarre maintenant. Voilà. Et on peut se demander pourquoi, en fait. Hein. Comment ça se fait qu'un secteur aussi important, aussi stratégique, ait mis tant de temps pour commencer à digitaliser son expertise, ses prises de décision et s'intéresser à sa data. Alors, moi, j'ai en fait une conviction que ça vient beaucoup des difficultés intrinsèques au secteur agroalimentaire. Moi, je vois 3 difficultés auxquelles fait face le secteur agroalimentaire pour sa digitalisation. La première difficulté, c'est que c'est un secteur qui travaille le vivant. Contrairement à l'automobile et à l'aéronautique qui travaille des boulons de 12 et des plaques de tôle, le secteur agroalimentaire fabrique de l'alimentation, travaille des matières vivantes, les transforme suivant des recettes, et le vivant, ça ne se laisse pas digitaliser très facilement, en fait. Hein. Un boulon de 12, c'est facile à digitaliser au pixel près. Un foie gras, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce qu'en fait, un foie gras, en fait, quand vous voulez décrire un foie gras, vous ne pouvez pas le décrire très simplement. Vous êtes obligé d'utiliser beaucoup de données subjectives. Le goût, voilà, l'agroalimentaire, c'est le goût. Bon, c'est la texture, c'est la couleur, c'est l'apparence, c'est une façon de le préparer. Le contrôle qualité de ce genre de produit est compliqué et la production de données quantitatives est compliquée. Et donc, en fait, on voit bien la difficulté qu'il y a à produire de la donnée, à mesurer des données quand vous travaillez le vivant. C'est un vivant qui s'échappe tout le temps, qui a du mal à être digitalisé. Ce sont des espèces qui sont difficiles à caractériser. Par exemple, quand vous vous promenez dans les campagnes, vous voyez que vous avez des variétés qui changent de nom suivant les régions, qui changent de nom même suivant la façon dont on les utilise. Vous avez de l'orge d'hiver, de l'orge de printemps. Vous avez des cultures qui deviennent bio, donc parce qu'elles ont été traitées d'une certaine façon, pratiquées d'une certaine façon. Donc on est dans le monde du cahier des charges. C'est donc un monde où la donnée a une valeur souvent assez subjective. Et donc ça nuit beaucoup au partage. Et ça nuit beaucoup aussi à la collaboration, même à l'intérieur des chaînes agroalimentaires. Il suffit de voir, par exemple, le vocabulaire que vous utilisez en dehors d'une usine et à l'intérieur d'une usine, c'est des vocabulaires qui n'ont rien à voir. Par exemple, dans une usine de frites, à l'extérieur, vous parlez de pommes de terre, de variétés, de couleurs, de points noirs, etc., parce que vous êtes dans le monde de la pomme de terre. Et à l'intérieur, vous êtes dans le monde de la frite avec des références produits, voilà, avec du processus industriel, etc. Bon. Donc ça n'aide pas beaucoup au partage des données, la matière vivante. Et la deuxième grosse difficulté aussi, c'est que vous êtes ancré au territoire. Le problème de l'agroalimentaire, c'est que très souvent, c'est des usines à ciel ouvert. Quand vous fabriquez de l'alimentation, vous faites pousser de l'alimentation, vous êtes en milieu rural, vous êtes dans un environnement qui n'est pas, voilà, qui est ouvert, qui n'est pas contraint. Et donc, les données sont fragmentées un peu partout. Elles sont fragmentées chez les agriculteurs, dans les usines, dans la logistique, etc. Vous avez des données environnementales qui sont difficiles à appréhender. Et vous n'avez pas de système d'information
qui vous permet en fait d'agréger toutes ces données de manière simple. En tout cas, vous n'en aviez pas jusqu'à l'apparition des réseaux mobiles et jusqu'à l'apparition du cloud. Le cloud est une vraie révolution pour le secteur agroalimentaire parce qu'il permet justement de mettre en réseau et de commencer à agréger des données qui sont des données qui sont éparpillées un peu partout dans le territoire. Voilà. Donc, on peut comprendre pourquoi les banques, les réseaux de distribution se sont digitalisés très rapidement. C'est parce qu'ils avaient des systèmes d'information qui étaient adaptés et qui permettaient de mettre tout le monde en réseau, là où le secteur agroalimentaire n'en avait pas. Et donc, voilà, il faut attendre 2020 pour commencer à se dire que on va commencer à pouvoir digitaliser les chaînes alimentaires. Et puis, la troisième difficulté que je vois et qui est très particulière au secteur agroalimentaire et au secteur agricole, c'est le sujet de la gouvernance. Moi, je viens du monde des télécoms. Quand j'étais dans le monde des télécoms, il y avait des organismes de régulation, il y a toujours, hein, d'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait l'ART, aujourd'hui, ça s'appelle l'ARCEP, des organismes de régulation des tiers de confiance qui permettaient de gérer les échanges de données entre les opérateurs. Ce qu'on appelle le roaming, par exemple. Je ne sais pas si ça vous parle, mais quand vous échangez des données d'un opérateur à l'autre, vous avez des tarifs, c'est régulé, vous avez des contrats, tout ça est extrêmement bien organisé. Et en fait, le sujet de la data, de la propriété de la donnée, de la sécurité de la donnée, etc., tout ça, c'est des choses qui sont très bien contrôlées, qui sont régulées. Vous avez des organismes de régulation. C'est pareil dans la santé, c'est pareil dans l'éducation, c'est pareil en fait un peu partout, mais dans l'agroalimentaire, il n'y a pas de tiers de confiance qui permet de réguler les données. Il n'y a pas d'ARCEP qui permet de donner des tarifs à l'échange de données. C'est en fait un secteur qui s'auto-organise avec ses bons côtés, donc parce que voilà, il est auto-organisé, d'une certaine façon, il est très autonome en termes de secteur. Mais d'un autre côté, il faut que les acteurs s'organisent de gré à gré et s'accordent pour voilà, partager leurs données avec toujours les mêmes problèmes qui réapparaissent. Ça fait 5 ans que je suis dans le secteur agri-agro, ça fait 5 ans qu'on me parle de la propriété des données. À qui appartiennent les données? Est-ce que les données appartiennent aux agriculteurs? Est-ce qu'elles appartiennent aux coopératives? Est-ce qu'elles appartiennent aux banques, etc., etc. Parce qu'en fait, ça traduit, à mon avis, le fait qu'une des difficultés de ce secteur, c'est le manque de tiers de confiance et le manque d'autorité de régulation qui puisse permettre un peu d'organiser les échanges de données. Voilà. Comme vous le voyez, ce n'est pas des difficultés qui sont insurmontables, mais ce sont des difficultés qui sont très spécifiques au secteur, qui viennent d'un historique, qui viennent d'une particularité du secteur agroalimentaire, qui fait que maintenant, aujourd'hui, avec les technologies dont on dispose, on est capable de commencer à traiter les données, agréger les données, partager les données au sein des chaînes alimentaires. Et je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important, comme on peut le voir dans d'autres secteurs, parce qu'en fait, le fait de partager les données dans les chaînes alimentaires, ça apporte beaucoup de bénéfices. Le premier bénéfice que ça apporte quand vous partagez les données au sein d'une chaîne, c'est que vous accroissez la performance de la chaîne énormément. Vous commencez à collaborer entre les différents acteurs. Vous pouvez devenir beaucoup plus efficace en termes de supply chain. Vous partagez des prévisions de vente, des prévisions de stock, des prévisions de production. Vous pouvez commencer à avoir une organisation efficace d'un point de vue économique. Vous réduisez le gaspillage, vous réduisez les immobilisations, etc. Donc, vous pouvez vraiment retrouver de la rentabilité. Et je pense qu'un des vrais sujets du partage de la donnée au sein des chaînes alimentaires, c'est ça, c'est de retrouver, c'est d'aller chercher de la performance économique, d'aller réduire le gaspillage, d'aller faire du juste à temps, d'aller faire mieux collaborer le secteur agricole avec le secteur agroalimentaire pour qu'on puisse avoir des flux qui soient mieux pilotés et plus efficaces. Le deuxième axe de performance qu'on voit très bien, par exemple, dans des secteurs très matures comme l'automobile, c'est l'innovation. Dans ces secteurs-là, l'innovation, elle se fait de manière collaborative sur toutes les chaînes de production et de distribution. Elle ne se fait pas acteur par acteur. Elle se fait sur des plateformes où on partage des plans, on partage des données. Quand vous concevez une nouvelle automobile, vous allez demander à votre fournisseur de niveau N-7 de participer à l'élaboration de votre nouveau produit. Et vous allez lui demander lui-même d'innover pour réduire ses coûts. Et vous allez lui-même lui demander d'inventer des nouveaux boulons de 12, etc. Alors, évidemment, on est dans des univers qui sont extrêmement contrôlés, très précis et tout, mais on pourrait tout à fait imaginer demain, et je pense que c'est vraiment ça l'avenir de l'agroalimentaire, que le développement de nouvelles filières à valeur ajoutée se fasse de façon très collaborative le long des chaînes,
de manière très collaborative avec tous les fabricants, tous les producteurs d'ingrédients, de produits agricoles, etc. Et que tout le monde participe en fait au développement d'une nouvelle filière. Voilà, faire de l'innovation collaborative en permettant voilà, au secteur alimentaire de mieux collaborer avec le secteur agricole. Le troisième sujet d'efficacité économique qui est lié au partage de la donnée, c'est quelque chose qu'on vit actuellement aujourd'hui de manière très criante, c'est la maîtrise des risques. Quand vous collaborez, vous pouvez partager des scénarios de crise, vous pouvez des scénarios de backup, vous pouvez anticiper les crises. Et on le voit bien là, s'il y a bien quelque chose que nous apprend la crise de la Covid, pardon, c'est bien qu'il n'y avait pas de scénario de crise dans les chaînes agroalimentaires. Alors, les chaînes agroalimentaires s'en sont remarquablement bien sorties, elles ont fait face, elles ont fait front, elles ont quand même réussi à collaborer, mais en tout cas, il n'y avait rien de prévu. Voilà. Et quand vous partagez des données le long des chaînes alimentaires, vous pouvez partager des scénarios de crise, vous pouvez partager des indicateurs d'alerte, et vous pouvez dire attention, là, on a un problème de stock, on ne va pas pouvoir livrer ici, etc. Et vous pouvez vraiment vous organiser pour faire face. Voilà. Le secteur de l'énergie, chez EDF, ils ont des scénarios de crise. Quand vous avez un problème qui arrive, voilà, une catastrophe naturelle qui arrive, ils ont des scénarios de backup, ils ont des choses comme ça. Bon, le secteur agroalimentaire n'en a pas. Et ça, je pense que c'est une des vertus du partage de la donnée, c'est vraiment de mieux maîtriser les risques de manière collaborative, de partager des indicateurs de risque. Voilà. Le deuxième grand bénéfice que je vois au partage de la donnée concerne les territoires. On a vu que ça pouvait favoriser la performance économique, mais partager les données entre les secteurs agroalimentaires, par exemple, et le secteur agricole, c'est de facto favoriser les territoires, c'est permettre à des filières agricoles d'être résilientes, d'être plus performantes, de pouvoir mailler un tissu rural, voilà, de pouvoir favoriser le développement économique dans les tissus ruraux, de donner du dynamisme au territoire avec des créations d'emplois, avec de la protection environnementale collaborative, etc. Moi, je pense fondamentalement que le partage des données au sein des chaînes agroalimentaires, c'est un sujet de collectivité territoriale. Et quand on voit que les collectivités territoriales s'intéressent au smart city, c'est-à-dire s'intéressent en fait à la mise en commun des données au sein des villes pour stimuler le dynamisme urbain, on se demande pourquoi ils ne s'intéressent pas au fait de partager les données au sein des écosystèmes ruraux, et en particulier au sein des écosystèmes alimentaires. À titre personnel, je trouve que l'alimentation, enfin voilà, les chaînes agricoles et agroalimentaires, le partage des données au sein de ces chaînes-là est un grand impensé des collectivités territoriales. Et on le voit aujourd'hui, c'est quand même des enjeux qui sont absolument stratégiques pour les territoires, le sujet alimentaire. Donc je pense que vraiment le bénéfice pour le territoire de stimuler le partage des données dans des écosystèmes agroalimentaires, il est fondamental. Et puis le troisième bénéfice qui me semble important lié au partage des données dans l'agroalimentaire, c'est le sujet de l'environnement, c'est le sujet du climat, c'est le sujet du carbone. Si on veut réussir la réduction de l'empreinte carbone de l'agroalimentaire et si on veut réussir la captation carbone de l'agriculture, il va falloir collaborer, il va falloir faire collaborer les chaînes alimentaires pour qu'on puisse mettre autour de la table les 4 acteurs clés qui sont nécessaires à une transition agroécologique, que sont le producteur agriculteur, le financeur banquier, l'assureur, la coopérative et le conseil technique et l'acheteur. Et il faut que toutes ces personnes-là partagent des données, partagent des indicateurs, qu'on puisse partager des indicateurs de cette transition agroécologique pour que ça puisse réussir et qu'on puisse gérer ensemble la transition carbone, la réduction du carbone, le développement de la biodiversité, etc. Donc ça, c'est, enfin, je pense que c'est un des bénéfices principaux qu'il faut attendre du partage des données, c'est de réussir la transition agroécologique. Voilà. Et pour terminer, je dirais que s'il y a des difficultés et s'il y a autant de bénéfices et si effectivement aujourd'hui le secteur agroalimentaire est en retard par rapport aux autres secteurs, moi je vois beaucoup de signes positifs qui émergent. Les injonctions de traçabilité des produits, par exemple, de plus en plus fort des consommateurs
invite les acteurs des chaînes à collaborer ensemble. Le sujet du carbone est un sujet qui va forcer les acteurs à collaborer. Donc moi, je suis assez confiant sur le fait que demain, au sein des chaînes agroalimentaires, on puisse partager les données comme le font les autres secteurs. Voilà, je vous remercie. Merci Jérémy. Alors ton exposé a généré beaucoup de questions, plein de choses. Donc c'est vraiment très intéressant dans le fil de discussion. Merci à toutes et tous pour les questions que vous m'envoyez. Je pourrais pas toutes les poser ce soir, mais je vais essayer de faire le maximum. Peut-être déjà quelques questions pour toi, Jérémy. Vraiment merci d'avoir présenté de manière assez simple et compréhensible pour nous et moi y compris les néophytes. Hein, sur ce constat, du fait qu'on est vraiment au début, en tout cas dans le secteur agroalimentaire, de la data, qu'il y a de grandes difficultés hein, qui sont liées au vivant, au territoire et à la gouvernance, et puis qu'on a des grands enjeux hein, de cette digitalisation. Donc la première question, qui est peut-être une question qui sera pas simple à répondre, mais comment est-ce qu'on peut passer à l'action maintenant que tu as posé le constat, quelles sont les difficultés qui sont les moins insurmontables ou celles qui sont le plus facilement surmontables et peut-être quel est l'obstacle le plus compliqué pour arriver à partager cette donnée. En fait, tous les secteurs qui ont été au début de leur digitalisation ont vécu un peu les mêmes difficultés de passage à l'action. Il ne faut pas croire que Airbus n'a pas eu les mêmes difficultés. La meilleure façon de passer à l'action, c'est d'expérimenter. Voilà. Donc, en gros, il y a un sujet de la data. On voit bien que c'est des sujets qui vont permettre d'optimiser la performance économique, maîtriser les risques, etc. Voilà, il faut se mettre autour d'une table, il faut créer des groupes de travail, il faut que les décideurs s'emparent de ce sujet, comprennent que c'est un sujet stratégique. Bon, qu'il y ait des plans data dans les entreprises, chez les grands donneurs d'ordre agroalimentaires, et qu'on crée des groupes de travail de gens motivés qui mélangent des experts métiers, des experts techniques, des décideurs, et qu'on puisse expérimenter sur les datas. Nous, c'est ce qu'on fait tout le temps, et pour moi, il n'y a que ça qui fonctionne. Hein. Pour comprendre la valeur des data, le seul moyen, c'est de créer l'usage de la data. Il n'y a pas d'autre moyen. Voilà. Donc, il faut identifier les bons usages. On voit qu'il y a beaucoup d'usages stratégiques potentiels. Maintenant, ça dépend des entreprises, ça dépend des filières, voilà, ça dépend des contextes. Il faut essayer, il faut tester, il faut expérimenter. Et puis, petit à petit, on déroule le fil. Et voilà, Dassault Systèmes ne s'est pas fait en un jour. Mmh. Il y a une question qui revient beaucoup, c'est celle de la question de la propriété de ces données qui sont générées, parce que tu l'as rappelé sur la chaîne de valeur et sur le système alimentaire, il y a beaucoup d'acteurs différents qui ont toutes des données différentes. Qui en sera le propriétaire et par-delà, quelqu'un a mentionné cette question, est-ce que les grands acteurs du numérique, Google, Amazon, Facebook, enfin les fameux GAFAM, Microsoft et consorts qui s'expriment beaucoup aujourd'hui sur la data, sur l'intelligence artificielle en agriculture. Est-ce qu'il y a des risques de prédation? Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'on peut travailler en bonne intelligence avec ces entreprises-là? Alors, il y a deux questions hein, dans ce que tu poses. Il y en a une qui est facile et l'autre qui est délicate. Le sujet de la propriété de la donnée, elle est assez facile depuis la mise en place du RGPD. Donc le RGPD, c'est le règlement qui permet de gouverner la propriété des données et qui protège en fait, les citoyens et qui protège le fait que nous restons propriétaires de nos données personnelles en tant que citoyens. C'est une avancée qui a été majeure en Europe et qui permet à ce titre, par exemple, de protéger les données des agriculteurs, voilà, qui leur permet de revendiquer le droit de disposer de leurs données comme ils le veulent, de les partager avec qui ils le veulent et d'avoir un consentement éclairé, c'est ça que dit le RGPD, hein, d'avoir un consentement éclairé sur l'usage qui est fait de mes propres données, moi, en tant qu'agriculteur. Donc, d'une certaine façon, ce sujet de la propriété des données, il a été presque réglé par l'Europe en disant que les données appartiennent aux agriculteurs, point, et que c'est eux qui en décident et qui permettent ce consentement. Alors,
la deuxième question est beaucoup plus délicate, qui est est-ce qu'on peut collaborer avec les GAFA et qu'est-ce qu'ils souhaitent et qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, alors déjà, quand on dit GAFA, il y a un peu tout, hein. Il y a des acteurs prédateurs, il y en a qui sont moins prédateurs, il y en a qui sont plutôt pro-Europe, d'autres qui on ne sait pas trop. Bon voilà, je ne vais pas trop citer de noms. Mais en tout cas, ce qu'on voit émerger aux États-Unis et en Chine, ce sont des grandes plateformes de mise en réseau des agriculteurs et des filières agroalimentaires. Et en fait, ils ne nous ont pas vraiment attendus pour démarrer cette mise en réseau et pour agréger en fait les données des agriculteurs. Google ne s'en cache pas aux États-Unis, Amazon remonte vers l'agriculture, Alibaba en Chine, etc. Donc, vous avez quand même des grandes plateformes mondialisées qui sont en train de se mettre en place et qui vont probablement arriver en Europe. Alors, on va voir comment ça va se passer. Est-ce que nous, on sera capable de s'emparer de nos données assez vite pour proposer des plateformes de données alternatives, hein? Moi, je crois beaucoup, par exemple, à l'Europe des régions, c'est-à-dire je crois beaucoup à des plateformes régionalisées, voilà, qui sont des plateformes de filières qui sont aussi régionales et qui pourraient faire contrepoids à des modèles beaucoup plus extensifs, je dirais beaucoup plus simples que notre alimentation à nous et qui viendraient des États-Unis et de la Chine. Bon, on va voir comment ça va se passer. On va essayer de ne pas se faire écrasé par les géants du numérique. On va essayer de se battre et puis on verra bien, hein. Mais bon, je suis quand même assez confiant sur le fait qu'on a on va dire des modèles alternatifs de production agroalimentaire à proposer au monde. Voilà, on n'est pas obligé non plus d'adopter les modèles de production des autres. Merci Jérémy. Je te réserve quelques questions sur l'enjeu de la confiance dans ces systèmes de partage de données, mais on y reviendra par la suite. Je vais me retourner vers Raphaël Danilo Perrault pour qu'on reprenne quelques questions qui ont été mentionnées. N'hésitez pas toujours à m'envoyer vos réflexions et vos questions. J'essaie de les synthétiser pour les présenter aux trois intervenants ce soir. Alors deux questions, Raphaël. La première qui est peut-être essentielle, finalement, est-ce qu'on a finalement vraiment besoin de phosphate en agriculture? Est-ce qu'on peut se passer de ces engrais phosphatés pour produire? Ah, on t'entend pas. J'ai bien entendu le nom. Enfin, j'ai vu le nom sur tes lèvres. On t'entend toujours pas. Alors attends. Pourtant le micro il marche. Ouais. Non, on t'entend toujours pas, Raphaël. Du coup, je vais peut-être le temps que tu vois un petit peu pour les petits soucis techniques, me tourner vers Claire pour que regarde de ton côté si tu arrives à revenir avec nous. Du coup, je me tourne vers Claire pour te partager quelques questions aussi sur ta présentation et sur le plastique. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de standardisation à faire de la production de plastique? Il y a beaucoup de nuances qui sont très différentes. Est-ce que il y en a seulement une partie qui est recyclable? Finalement, est-ce qu'on n'est pas perdu face à ces ensembles de standards et d'informations? Alors, le problème avec une uniformisation de la production de plastique, c'est qu'en fait, l'un des gros avantages du plastique, c'est que justement, il peut prendre des formes très variées, il a différentes, on va dire, propriétés qui vont être dues en fait à différents produits chimiques qui vont être ajoutés lors de la fabrication du plastique et qui en fait lui enlèverait tous ses avantages si jamais on décidait de les enlever. C'est la même chose pour les additifs qui vont permettre de stabiliser le plastique ou alors de lui donner une couleur. On peut s'interroger sur la couleur. On sait que les plastiques colorés, par exemple, se recyclent beaucoup moins facilement que les plastiques transparents. Mais faut être honnête,
il y a aussi une question de packaging qui en fait reste importante pour le consommateur et si on en revenait à des plastiques complètement transparents, peut-être que les produits seraient donneraient moins envie aux consommateurs. Donc en fait, je pense que uniformiser, évidemment, c'est une solution, même si là, depuis qu'on produit du plastique, qu'on est conscient des effets négatifs qu'il peut avoir, il y a quand même des réglementations sur certains produits qu'on n'aura plus le droit d'utiliser dans la production de plastique. Mais il faut faire attention à ne pas enlever aussi tous les avantages qu'apporte le plastique. C'est un matériau très particulier et parfois, peut-être qu'en uniformisant cette production, on risquerait de retirer justement l'avantage de cette polyvalence un petit peu des différents plastiques qu'on peut avoir, parce qu'il n'y a pas deux plastiques pareils, il va y en avoir des rigides, des tout mous. Voilà, c'est en fait en fonction de leur utilisation. Un plastique qui va être utilisé pour des gaines d'irrigation, par exemple, ne sera pas du tout le même que celui qui va être utilisé pour des contenants alimentaires. Même chose, quand voilà, certains produits vont être interdits dans des contenants alimentaires, mais vont pouvoir être autorisés pour des gaines d'irrigation et permettre une fabrication, donc malheureusement pas forcément uniformisée, mais qui donne au plastique tout son avantage. Donc, ça rejoint certainement aussi d'autres questions et remarques qui ont été envoyées sur la question de la responsabilisation du consommateur. Est-ce que on est suffisamment informé? Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux aussi de standardiser la collecte quand on parle de recyclage et de tri du plastique? Chaque commune fait des choses différentes, que ce soit à Lyon, Paris et ailleurs. Comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut faire que tous les acteurs soient aussi sensibilisés sur cet enjeu jusqu'au consommateur? Alors, ça, c'est une grosse problématique du tri qu'on connaît en France et que je suppose que d'autres pays doivent la connaître aussi, c'est qu'on ne va pas trier pareil selon les villes. Donc, effectivement, ça pose un gros problème. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre la même chose dans la poubelle jaune à Paris qu'à Lyon, qu'à Marseille ou qu'à Lille? Donc ça, c'est une vraie problématique, mais en fait, c'est tout simplement dû au centre de tri qui ne sont pas uniformisés au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a certains centres de tri qui vont être manuels et d'autres qui vont être très centrés sur la technologie et donc vont permettre un recyclage beaucoup plus précis. Voilà. Alors, il faut savoir que la France a décidé d'uniformiser tous ces centres de tri à l'horizon 2023. Donc, c'est un problème quand même qui est pris en compte, en tout cas au niveau national, et qui tend à, voilà, qui pourrait disparaître et faciliter la vie quand même. Pour ce qui est de la responsabilité des consommateurs, alors c'est une vraie question, même si je pense qu'on est quand même, déjà en étant sensibilisé aux impacts du plastique, eh bien, on va être de ce fait sensibilisé sur la bonne consommation qu'on peut en faire. Après, je pense que même si chacun a un rôle à jouer, c'est pas le citoyen lambda qui va réussir à sauver la planète. Je vais peut-être en choquer certains en disant ça, mais en fait, il y a une vraie interdépendance justement et le rôle du citoyen va être important à condition que l'État joue son rôle, que les entreprises jouent leur rôle. Et en fait, typiquement, l'État, il va être amené à établir des normes, par exemple, interdisant certains plastiques, etc. Les entreprises, les citoyens, eux, vont jouer sur la consommation. Et donc amener à une bonne consommation des produits plastiques. Et enfin, le producteur, lui, il va avoir un vrai rôle dans la recherche d'une solution alternative. Et en fait, il faut que tous les acteurs jouent le jeu, parce que s'il n'y en a qu'un seul qui joue le jeu, ça ne marchera pas et on n'arrivera pas à trouver une solution. Merci Claire. Est-ce qu'on peut revenir sur les phosphates? Est-ce que Raphaël, tu as réussi à réactiver ton micro? Non, pas encore. Donc du coup, je me retourne vers Jérémy. J'espère qu'on va arriver à te retrouver parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont destinées sur la capacité de production en Europe, sur les urines peut-être qui peuvent être utilisées sur le Sahara occidental, mais on pourra y revenir. Du coup, Jérémy, je me retourne à nouveau vers toi. Il y a eu quelques questions, notamment liées à, je te le disais tout à l'heure, à la confiance dans le partage des données.
Est-ce que c'est pas aussi lié à la composition de cet écosystème agroalimentaire avec beaucoup de structures très différentes? Est-ce que c'est un voilà, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la confiance fonctionne quand on sait qu'on est devant une constellation d'acteurs très différentes? Eh bien, il y a alors on pourrait imaginer plusieurs, là on est dans la perspective pure, hein, mais on pourrait imaginer plusieurs tiers de confiance. Dans les smart cities, il y a un tiers de confiance qui est la région. Ça marche très bien. Voilà. Donc, vous êtes, je sais pas moi, la région Occitanie, vous voulez favoriser le partage des données au sein des chaînes alimentaires dans votre région, eh bien, vous jouez le rôle de tiers de confiance sur le partage des données. Voilà, vous assurez des tarifs, je sais pas, réglementés. Vous assurez la sécurité. C'est vous qui cofinancez la plateforme de partage des données, c'est vous qui assurez un certain niveau de transparence, etc. On pourrait imaginer tout à fait moi, je suis plutôt pour l'autogestion que l'approche centralisée, etc. Après, bon, on peut imaginer plusieurs modes de gouvernance, mais je trouve que le mode de gouvernance qui me semble le plus logique, moi, sur le sujet agroalimentaire, c'est un mode de gouvernance qui serait au croisement des filières et des régions. Voilà. C'est-à-dire c'est quelque chose qui concerne des collectivités territoriales sur des filières particulières et qui permet à des acteurs qui ont des intérêts alignés de partager des données dans le cadre d'une bonne entente, voilà, en préservant le droit à la concurrence, mais en même temps en se partageant des données pour favoriser les filières. On peut imaginer la plateforme du lait breton, par exemple. Voilà. On peut imaginer la plateforme je sais pas, la plateforme des grandes cultures du centre, on peut imaginer la plateforme betteravière, on peut imaginer des choses comme ça. Et ça me semblerait tout à fait raisonnable d'imaginer des plateformes qui est où la gouvernance soit partagée, peut-être public-privé. Voilà, il y a probablement des choses à inventer. Hein. C'est sûr que c'est un secteur qui est beaucoup moins simple que celui de l'énergie et des télécoms, pour la raison que j'ai exprimée tout à l'heure, c'est qu'on est dans le vivant et donc voilà, il y a des filières différentes, il y a l'animal, il y a le végétal, il y a le transformé, c'est très très varié. Mais je pense que si on permet aux gens, enfin aujourd'hui les technos sont là pour permettre aux gens de s'auto-organiser et de s'auto-réguler. Donc voilà, il faut des tiers de confiance qui émergent. Si je voulais être un peu provocateur, je te dirais qu'en France, il y a 3-4 opérateurs de télécommunications, mais il y a 420, 430 000 agriculteurs. Est-ce que c'est pas non plus un problème? Bah non, c'est pas un problème. C'est une Tant mieux solution. qu'il y ait beaucoup d'agriculteurs en France, il faudrait en avoir beaucoup plus. Mais en termes de gestion de la data, de la confiance et de la partage de la valeur, en fait, de la donnée, pardon. Bien sûr, c'est plus compliqué. Il n'y a aucun doute. Et encore, ces agriculteurs, parfois, souvent, ils font de la polyculture. Donc, ils sont sur 10 filières différentes. Voilà. Et il faut qu'ils soient dans 10 chaînes alimentaires différentes. On le voit bien avec la traçabilité des produits actuellement et le maillage qui commence à se faire des filières sur la traçabilité. C'est un sac de nœuds, l'agroalimentaire, hein, il ne faut pas se le cacher. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que l'énergie. L'énergie, vous livrez des électrons. Là, vous livrez des produits qui sont d'une variété presque infinie. Donc, effectivement, il y a un enjeu qui est d'adresser la complexité. Et je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec les technos qu'on a, que ce soit la blockchain, le cloud, etc., c'est des technologies qui peuvent nous permettre de gérer cette complexité. Voilà. On est à un moment où la maturité technologique nous permet de le faire. Et est-ce que digitalisation veut dire uniformisation? En d'autres termes, est-ce que c'est dangereux de vouloir digitaliser l'agroalimentaire puisque ça pourrait pousser à uniformiser les produits et donc toute la richesse du secteur agroalimentaire, toutes les productions très différentes, tous les fromages, etc. Est-ce que là tu y vois un danger? Alors, non, moi, si j'y voyais un danger, je ne ferais pas le métier que je fais. Donc, la digitalisation va de pair avec la modélisation, c'est-à-dire on est effectivement obligé de donner des noms à des choses et de dire, ben voilà, ceci est un foie gras,
voilà comment on va mesurer telle chose. Donc, effectivement, on est un peu obligé d'objectiver les choses. Bon. Mais en même temps, comme on est capable de gérer mieux la complexité, je pense que ça peut favoriser la diversification de l'agriculture et des produits agroalimentaires. On peut enfin être capable de gérer la complexité et on peut enfin être capable de s'organiser en termes de complexité. Moi, je crois au contraire que l'absence d'outils d'aide à la décision et d'aide à la gestion de la complexité nous emmène vers des choses trop simples. Nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas gérer beaucoup de complexité. Au bout de 7, 8, 10 choses, au bout d'un moment, on est un peu perdu. Bon, au contraire, je pense que la digitalisation peut nous permettre de gérer la personnalisation par exploitation agricole, d'avoir des filières spécialisées, beaucoup plus spécialisées, d'avoir de la logistique spécialisée, d'avoir des choses qui sont beaucoup plus compliquées et qui vont permettre justement la diversité. Donc, moi, je pense à l'inverse, que ça va ouvrir le champ des possibles. Merci Jérémy. Alors, je pense que Raphaël est de retour avec nous. J'espère. Ah, merveilleux. Super. Donc, on va pouvoir reprendre un petit peu les questions qu'on t'a adressées et la première que je t'ai posée tout à l'heure. Est-ce qu'on a vraiment besoin de phosphate en agriculture? Est-ce qu'on peut s'en passer? Non, on ne peut pas s'en passer en fait. Ce dont on pourrait se passer potentiellement, c'est d'engrais. Mais sous réserve de trouver d'autres sources de phosphate, comme les excréments. C'est ce qui se faisait après tout avant qu'on découvre, enfin, les excréments sont les engrais naturels, ou les ordures végétales, tout ce qui est compost. Voilà, ce sont des sources de phosphate a priori assez importantes et non exploitées. Reste encore où il y a également les urines, il me semble, qui sont aussi autant de possibilités. Mais il s'agirait, il y a plusieurs contraintes qui s'additionnent à ça. La première, qui est à mon avis d'ordre sanitaire, c'est-à-dire que j'avais évoqué la présence de médicaments dans les excréments d'animaux. On retrouve également cette problématique dans les excréments humains. Les médicaments qu'on ingurgite, c'est la même chose, ils se retrouvent dans nos excréments, donc avec peut-être un impact potentiel. Ensuite, la question de l'urine, effectivement, c'est intéressant, mais il y a une concentration en phosphate qui est très faible. Donc, il s'agirait ensuite donc de la récupérer, de la reconcentrer avec les mêmes problématiques sanitaires. Donc économiquement, on en revient toujours à ce problème finalement. On évoquait tout à l'heure les plastiques au fond de l'océan. Là, en fait, finalement, pour la récupération de la ressource, notamment de notre ressource propre, économiquement, c'est pas un business model qui est intéressant. Je ne vais pas être révolutionnaire ni rien, mais la question se pose du modèle économique, politico-économique. Est lié à ça, mais il n'y a pas que ce modèle politico-économique, il y a également le modèle énergétique, parce que ça coûte cher énergétiquement de récupérer et de recycler, de réutiliser cette ressource, et l'énergie n'est pas infinie. On aimerait le croire, mais c'est pas infini. J'ai fait ma thèse, on parle de lien avec ma thèse, j'ai fait ma thèse sur le sujet, ou un sujet annexe, et l'énergie n'est pas une ressource infinie. Donc, à un moment, il faudra faire des choix. Au-delà de la nourriture, il faudra faire des choix de société sur ce point-là. J'ai un peu élargi le sujet, Mathieu, désolé. Mais, il n'y a pas de problème. On pourrait parler aussi potentiellement des autres métaux ou des autres ressources rares et critiques utiles en agriculture, mais je vais plutôt te poser une autre question qui a trait à l'enjeu géopolitique et donc potentiellement de compétition sur la ressource phosphate. Tu as bien dit que la pénurie, c'était pas une question qui était à l'ordre du jour, même s'il pourrait peut-être y avoir des chocs phosphatés, un peu comme les chocs pétroliers qu'il y a eu par le passé. Est-ce qu'en Europe, on a une capacité de production de phosphate? Est-ce qu'il y a un pays européen ou membre de l'Union européenne qui en produit? Et sous question, est-ce qu'en France, on a des capacités de transformation? Est-ce qu'on fait venir de la roche phosphatée et qu'ensuite on transforme en France, ou alors on n'a pas ces capacités industrielles ici? Alors, en fait, on connaît peu la géologie européenne, sauf potentiellement en Scandinavie, pas en Grande-Bretagne. Donc, il y a peut-être des ressources inexploitées.
Néanmoins, en Europe, vu l'opposition aux mines, et notamment en France, opposition que je conteste pas, qui se juge, enfin, qui a des tenants, enfin, qui a des détracteurs et enfin, des gens pour et des gens contre. Néanmoins, il y a une opposition à la mine en Europe qui me fait douter largement de la capacité à une mise en gisement européen, même si on les connaissait. Donc globalement, la production européenne est extrêmement mineure. En fait, l'Europe est beaucoup plus située sur des segments aval, tels que l'enrichissement et la production d'engrais. Néanmoins, la question va se poser à un moment ou à un autre, puisque nous avons vu que les pays aiment bien monter en puissance, les pays producteurs aiment bien monter en puissance sur la chaîne de valeur. On assiste à une réinternalisation des chaînes de valeur, réinternalisation nationale. Et si l'Europe ne produit pas de minerais ni ne raffine, à un moment, comme pour les terres rares, comme pour d'autres métaux, elle va se retrouver, elle pourrait se retrouver en manque de matières premières. Je vais t'adresser une dernière question qui concerne la prise de conscience de cette possible dépendance du coup à l'extérieur pour les approvisionnements en phosphate et en engrais phosphatés. Est-ce qu'il y a une réflexion aujourd'hui en France, y compris dans les milieux politiques ou stratégiques, peut-être même militaires, sur l'enjeu de sécuriser cet accès à ces phosphates? Est-ce qu'il y a des réflexions autour des réserves stratégiques de phosphate? On a des réserves stratégiques alimentaires en Suisse. Est-ce qu'on pourrait avoir la même chose autour des phosphates en France ou au sein de l'Union européenne? Alors en fait, c'est effectivement, donc quand j'ai commencé mon exposé, j'ai cité donc la liste de métaux critiques de l'Union européenne. Donc c'est une politique qui est menée depuis 2008, mais qui n'a pas vocation à faire des stocks ou quoi que ce soit. Enfin, c'est juste d'organiser, voire de sécuriser de manière assez succincte les politiques d'approvisionnement en minerais critiques. Bon, pour l'instant, on en est encore au balbutiement, puisque en fait, on est dans un système qui est largement régi par le marché. Donc, si le marché régit, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'intérêt économique pour une entreprise ou un pays à s'approvisionner ou à sécuriser ses approvisionnements, a priori, il n'y a pas d'intérêt tout court. Donc peut-être que ça aussi, c'est un paradigme qu'on pourrait revoir, qui est en train d'être discuté, mais de là à être mis en cause, on n'y est pas. Donc il y a une prise de conscience, mais qui est limitée qui est limitée parce qu'il y a des conceptions et des perceptions et des perceptions qui sont limitées tout simplement. Et l'Europe est la France est à l'image de l'Union européenne, voire pire, relativement à la traîne sur ce sujet. Des pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, notamment pour le recyclage, même si ça pose question, sont beaucoup plus en avance que la France. Merci Raphaël. Le temps arrive bientôt à son. On a bientôt fini notre discussion de ce soir. Avant de conclure, peut-être Jérémy, une dernière question que je te livre parce que je la trouve plutôt intéressante. Est-ce que tu penses que les assureurs seraient prêts à collaborer pour mener à bien cette nouvelle révolution agricole en sachant que la technologie blockchain, donc par la création de smart contracts, tendent à faire disparaître leur métier? Est-ce que digitalisation et métiers de l'assurance sont compatibles? C'est une question technique. Euh, je, Moi, je pense que ça va pas faire disparaître le métier de l'assurance. Voilà, à mon avis, le sujet agroalimentaire, agricole, va être digitalisé, mais il restera beaucoup de place pour l'expert et l'humain. Je ne crois absolument pas au fait que tout se fasse de manière ultra paramétrique, enfin pas tout de suite, quoi, on va dire. Hein. On va attendre un peu avant qu'il n'y ait plus personne dans les champs, et je pense qu'on va rester quand même assez longtemps dans des relations humaines. Et le sujet de l'assurance, par exemple, et de la prévention, est un sujet qui reste quand même très humain. Voilà, l'assurance paramétrique basée sur la blockchain ne va pas remplacer du jour au lendemain
le sujet des assurances, voilà, la maîtrise des risques, ça se fait aussi de manière collaborative avec des hommes, avec des gens, et à ce titre, je ne vois pas pourquoi les assureurs ne s'empareraient pas de la technologie des smart contracts qui va leur permettre d'automatiser et d'être plus productifs et d'être plus performants opérationnellement, tout en se concentrant sur leur valeur ajoutée, qui est voilà, la relation avec l'exploitant agricole, la prévention, et peut-être d'autres services à valeur ajoutée que les assureurs peuvent développer, voilà, des couvertures peut-être plus complexes, voilà, à voir. Donc pour moi, non, les smart contracts, ça reste vraiment un outil. Ça reste vraiment un outil au service de la maîtrise des risques. C'est pas quelque chose qui va remplacer du jour au lendemain les assureurs, hein. Merci Jean-Luc pour ta réponse claire et concise à une question particulièrement technique, mais ça me semble important de te la poser. On arrive à la fin de cette table ronde et de cette séquence. Avant de se quitter, je voudrais vous poser une question qu'on pose souvent à nos intervenants dans ce genre de moment-là. Si vous aviez quelque part une baguette magique, une proposition innovante à partir de chacun d'entre vous, Claire, Jérémy, Raphaël, à partir de vos objets et de vos recherches, une proposition innovante, une chose à faire, une chose à changer pour améliorer la sécurité alimentaire en France, en Europe ou dans le monde, qu'est-ce que ce serait? Peut-être pour aussi finir sur une touche positive et optimiste dans ce contexte un peu compliqué. Claire, tu veux bien commencer? Allons-y. Je ne sais pas si j'ai une solution innovante parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on n'en a pas forcément. Après, dans l'introduction, en parlant du plastique, tu as dit que le plastique était le symbole du XXe siècle. Et ben, ce que je dirais en mot de la fin, c'est qu'à la limite, on peut souhaiter que le plastique soit aussi le symbole du XXIe siècle, non pas par sa surproduction et sa surconsommation, mais plutôt par une production et une consommation raisonnée et réfléchie, et pour nous permettre de faire du plastique un produit plus sain et plus durable. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Raphaël, ta baguette magique vis-à-vis des ressources et des phosphates? Ben, pour moi, non. Alors, innovante, je sais pas. Et puis, enfin, je doute de plus en plus de l'apport de la technologie et de la capacité de la technologie à nous sauver. Je pense que plus, comme Jérémy, je crois en l'homme et en fait, je pense qu'à un moment, il va falloir que l'humain se pose réellement la question de savoir si une croissance infinie dans un monde fini, c'est possible. On dépasse le cadre de l'agriculture, mais enfin voilà, tous nos modèles économiques sont basés sur ça. Pourtant, c'est physiquement impossible. Donc, à un moment, il va peut-être falloir réfléchir. Et c'est pas seulement le rôle des économistes, c'est le rôle des citoyens, c'est le rôle des politiques. Et c'est nous qui élisons les politiques. Donc, en fait, à un moment, voilà, notre rôle, il est là et je suis assez optimiste pour croire que c'est encore faisable. Merci, merci Raphaël. À ton tour, Jérémy, de conclure ces deux heures de discussion. Donc c'est une baguette magique pour sauver le monde, c'est ça? C'est Oui, c'est ça. une baguette magique, c'est ça? Mais je Bon, la récupère ben, après alors, parce que d'autres en auront besoin. d'accord. Bah, à la fin de l'article que j'ai écrit, il y a une partie de prospective où j'essaye de projeter une agriculture connectée, digitale, dans 2050. Donc, bah, je vais rester fidèle à cette vision. Moi, je pense que je rêve d'un secteur agroalimentaire et agricole collaboratif. Moi, voilà, je rêve d'une agriculture et d'un agroalimentaire très collaboratif, basé sur le partage de la donnée, mais pas que, hein, voilà, où il y a des consortiums, où il y a des plateformes humaines et digitales qui se sont organisées et qui ont réussi à valoriser les territoires, à maîtriser des risques et à organiser la transition agroécologique de manière organisée, voilà, maîtrisée. On peut rêver, hein, mais voilà, donc c'est un peu ça que j'imagine, moi, pour l'agriculture de demain. C'est la collaboration.
Merci à tous les trois. Finalement, vous avez repris ces trois mots-clés qu'on a conjugués dans le Déméter, à la fois l'enjeu de sécurité, de soutenabilité avec la question des ressources et de leur caractère limité, et puis l'enjeu de santé à travers ces trois interventions. Merci à toutes et merci à tous pour toutes les questions que vous nous avez adressées. On n'a pas pu répondre à l'ensemble. En tout cas, on a essayé de les restituer aux trois intervenants. Merci à Claire de Marignan, à Jérémy Vincent et à Raphaël Danilo pour leur présence et leurs exposés ce soir. Je vous invite, avant qu'on finisse cette séquence de discussion, à télécharger, si vous le souhaitez, l'introduction du Déméter qui est accessible ici, et puis le flyer de présentation. Si vous voulez avoir d'autres informations, vous pouvez aller aussi sur le site de l'IRIS pour vous procurer les 400 pages de savoir et de connaissances et d'analyse prospective sur l'agriculture et l'alimentation. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis, j'espère, à l'année prochaine pour une édition 2022 qui sera toujours plus audacieuse et prospective. Merci à tous. Au revoir.